chanter devant voilà, presque 100 000 personnes au Stade de France. Franchement, il m'a mis des étoiles dans les yeux. Merci encore infiniment à lui pour cette passe parce que franchement, c'est beau, ça m'a fait kiffer, franchement. Il m'a dit, il est venu un vendredi, il a fait un show. Je n'oublierai jamais, il m'a dit, il s'appelle Jules et il chante la moto volée. Moi j'ai toujours écrit comment, je pose ma lead, je la double, je fais 2 pistes d'ambiance, je fais une piste d'ambiance et 2 pistes de back. C'est ma recette, voilà, vous l'avez les gars. Des fois, j'allais en showcase, je chantais à toi mon petit cœur, gros, je voyais des loupards et tout, et comme ça. Est-ce que tu te rappelles? Tu sais, des fois, t'as des jeunes, c'est des mecs de cité, hein. Je te jure, ils sont surveillants, ils sont gardiens de prison, ils sont cool, ils ont beaucoup plus d'humanité que quand j'étais jeune. C'est vrai que la prison d'aujourd'hui, c'est pas les premières peines que j'ai fait à Fleury. Une anecdote, c'était avec Golozer. Golozer Richie, que t'avais aussi rencontré en prison. Ouais, je t'ai rencontré en 2009 à la Santé. Une fois, ils m'ont accepté un showcase et franchement, en fait, j'ai compris que leur but, c'était de me détruire artistiquement, psychologiquement, et c'était vraiment là pour me faire du mal. Mais là, par contre, bon, je vous le dis, on va commencer à travailler sur une tournée quand même, parce que quand même, ça me tient à cœur de faire ça. L'équipe, comment ça va? C'est Marouane du Média Rap Punchline. Aujourd'hui, je suis très fier de recevoir un invité de grande marque, un invité avec lequel j'ai grandi, j'écoutais ses morceaux quand j'avais la morvonnée. C'est monsieur Mister You, les amis. Yo l'équipe, Mister You Gataga, en direct sur Rap Punchline. Je vous fais un gros big up à vous tous. Grosse émission aujourd'hui, soyez connectés. Bang, bang, bang. Mister You, comment ça va? Ça va et toi? La forme? Nickel. Tu vas bien? Ouais, très bien, je t'en remercie. Ça nous fait grand plaisir de te voir aujourd'hui. Merci Vraiment, beaucoup. Ça nous touche. Merci parce que beaucoup. ça fait un moment qu'on voulait la faire, cette interview. Ouais, si, je sais. Nous, maintenant, dans les entretiens avec Rap Punchline, on a l'habitude de poser 5 questions à l'invité. Tu vois, des petites questions de présentation. Et la première, c'est simplement de connaître ton nom et prénom à l'état civil. Younes Latifi. Younes Latifi, c'est vrai Younes, que mon prénom, Latifi, mon nom de famille. on le connaît un peu maintenant depuis tes déboires avec la justice. J'aimerais maintenant connaître le premier son de ta vie. La première fois vraiment que tu as écrit un son et qu'il a porté un nom, tu vois. Je m'en rappellerai pas parce qu'au début, on enregistrait chez les éducateurs de notre quartier. Et en fait, on posait à l'époque dans les 6 pistes, on enregistrait sur les cassettes. Et hier, je parlais de ça dans, comment ça s'appelle, pour l'anecdote, avec un pote à moi qui s'appelle Marvin. Marvelous. On allait, avec Marvelous, et on avait une instru, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment, tu sais, les moyens d'internet, trouver les instrus et tout. Et c'était l'instru d'Onyx. Okay. Et je crois, on envoie 40 morceaux sur la même instru. Donc, voilà, et à chaque fois, ça tourne autour du quartier, des dédicaces sur les potes. Et donc, voilà, quoi. Mais le nom du premier morceau, je me rappellerai pas. Tu commences à quel âge, toi, à écrire au collège, c'est ça? 12-13 ans, ouais, 12 ans. Ouais, 6e, ouais, autour de la 6e, 5e, on commence à enregistrer, mais ouais, dès la 6e, je commençais à écrire mes premiers textes. Et qu'est-ce qui te fait lancer dans le rap? Est-ce que tu regardes d'autres rappeurs? Est-ce que... J'écoute le rap. J'écoute le rap depuis gamin. C'est la musique que les grands frères écoutaient aussi. J'avais un grand frère à moi qui était, comment ça s'appelle, qui kiffait le freestyle. Il faisait du freestyle. De temps en temps, il allait en radio. À l'époque, à Radio Nova, il faisait des petites émissions, des petits freestyles là-bas. C'est genre le vendredi soir, je me posais à la maison, j'écoutais les freestyles qu'il faisait et tout, je kiffais. Et dédicaçait voilà, le quartier et tout. Et pendant la fête de la musique, souvent, il y avait des événements dans le quartier. Mon frère, il chantait là-bas. Les mecs du quartier, ils chantaient, ça dansait. Et voilà, j'ai toujours été un amateur de rap. Maintenant, j'aimerais connaître ton dernier projet en date. PLS, la première partie du projet. Donc, il y a 5 titres et ils sont en streaming. Donc, n'hésitez pas à aller streamer. Et PLS, c'est pour la street. On va en parler dans l'interview. Mais juste avant, j'aimerais connaître la date qui a changé ta vie. Déjà, je pense le 5 février 84, quand je suis né. Je pense que, ouais, celle-là. Sinon la naissance de mes enfants, ça m'a beaucoup changé. Ouais, je pense que je citerai ces dates-là. Qu'est-ce que ça a eu comme rôle sur toi? Ça t'a assagi, j'imagine? Ouais, bien sûr, grave. Ça m'a, on va dire, plus responsabilisé. Et ouais, bien sûr, obligé de s'assagir, se calmer, d'être plus responsable. Donc voilà, ça a été vraiment un tournant dans ma vie. Ça a eu un effet sur ta musique d'avoir des enfants ou pas du tout? Ouais, franchement, oui, grave. Je me lâche plus autant qu'avant je fais attention dans les paroles à ce que je dis. Surtout une fois, je raconte cette anecdote. Une fois, je rentre à la maison et souvent, tu sais, je vais dans la chambre à mon fils, je regarde ce qu'il fait et tout. Et je vois mon fils qui est en train de chanter Wikipédia. Ok. Et je vois, il est en train de chanter frérot, j'avais 13 ans, j'allais voir mon frère en prison. Lui, il en avait 16 et il vendait déjà la cesse. Et je vois mon petit, tu sais, je vois mon fils innocent et tout. Donc, et je le vois chanter ça, je te mens pas, ça m'a mis une grosse claque. J'ai dit, waouh. Je dis, en vrai, dans la musique, on se rend pas compte parce que moi, quand il est avec moi en voiture et tout, je fais attention à ce que je mets. Je vais pas mettre n'importe quel titre et tout. Et donc, quand il est là, il va mettre sur sa play, il va mettre sur YouTube, il va aller regarder les titres. Et quand je l'ai vu chanter ça, franchement, ça m'a mis une grosse star. Mais dans le sens où positif ou négatif? Dans le sens négatif. Où... Négatif. Négatif, ouais. Parce que je le vois et je me dis, waouh, en vrai, dans la musique, c'est un exutoire. Je raconte vraiment ma vie dans l'intimité. Et je vois qu'il y a certaines choses que j'aurais pas voulu que mes enfants sachent, mais que voilà, dans mes musiques, j'en parle.
Et donc, à un certain âge, ils le sauront, ça c'est sûr et certain, mais je voulais les préserver à cet âge-là. Et là, je vois que dès maintenant, voilà, hein, ils voient un peu le côté sombre du padré, quoi. En plus, tu as un bac catalogue assez impressionnant, donc ils vont tomber sur, je pense, ouais, non, pas ça mal c'est de sûr, sons. en grandissant, bien sûr. Et justement, tu vois, le fait de... Mais déjà, comment il est tombé sur le son, Wikipédia Il regarde, hein, il sait écrire. Depuis la moyenne section, il sait lire et écrire. Donc il sait que t'es mystérieux. Ouais, bien sûr. Et donc, il tapait mystérieux. Ça, c'était... Comment ça s'appelle? C'est quand j'avais le bracelet, j'étais assigné à résidence. Et donc, je l'ai vu, boum, il était en train d'écouter ça. Ça m'a fait tout drôle. Et justement, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu prendre la parole publiquement, tu vois, parce que j'avais regardé une interview de toi, c'était avec le Sherman, avec Naskid, mais depuis, on t'a pas vu vraiment publiquement prendre la parole. Donc déjà, j'aimerais savoir comment ça va depuis ça va très ces bien. moments, tu vois, où t'avais pris la parole, très bien. comment tu te sens? Ouais, nickel, franchement intact. Comme la dernière fois, comme je t'avais expliqué, quand justement tu voulais qu'on fasse l'interview et tout, j'expliquais, c'est bien de faire des interviews, mais c'est bien aussi d'avoir, comment ça s'appelle, d'avoir de l'actualité, voilà, quelque chose, exactement. Tu viens, t'as un album à sortir, t'as un projet à défendre, t'as un titre qui sort, il y a un concert, t'ouvres un resto, il y a quelque chose qui se passe. Et tu viens, tu fais des interviews, ça va, ouais, bien. Voilà, de temps en temps, c'est bien. D'ailleurs, quand tu me parlais de Sherman, Naskid, je l'ai fait pour justement redonner un peu des nouvelles au public, parce que c'est vrai que, comme je t'expliquais, je suis beaucoup consacré à mes enfants, à ma femme, mes enfants, ma famille, ma vie de famille. Pour moi, c'est vraiment ce qui prime aujourd'hui. J'ai pas envie de passer à côté de ces années-là, parce que la musique, c'est une passion, c'est un kiff, mais à un moment, tu te rends compte que les années, elles passent très vite, et rester tout le temps en studio, travailler, musique, à la fin, tes enfants, ils grandissent et t'as raté le meilleur de ta vie. Quand tu te retrouves à la fin seul, retraité, t'as de l'oseille, t'as ce que tu veux, mais tu te dis, putain, j'ai même pas vécu avec mes enfants, il y a plein de choses que j'aurais voulu faire, tu peux pas. Et justement, c'est comment de gérer 3 enfants maintenant? Parce que quand on avait fait notre dernière interview en date, moi je me rappelais, il y avait que Ahmed. Ouais. Maintenant, je sais que t'as 2 petits jumeaux. Ouais, Hamza et Ayoub. Ouais, 2 petits jumeaux. Et ça fait quoi encore. de gérer 3 garçons? Franchement, c'est un kiff. Les 2 derniers, je te mens pas, ils sont beaucoup plus durs que leurs grands frères, parce que les jumeaux, c'est toujours un peu plus compliqué, mais bon, c'est que de l'amour. Et franchement, des jumeaux, franchement, c'est un cadeau de Dieu, alhamdoulilah, d'avoir des jumeaux et en bonne santé, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Et franchement, c'est que de l'amour. T'as vu les voir grandir, c'est indescriptible. Hein. Et donc là, 2 jumeaux, tu dois passer de Mister You qu'on connaît à l'époque de MDR à Papa Poule. Exactement, je te montrais tout à l'heure, moi, les enfants. Ouais, j'ai vu. Ouais, très mignon d'ailleurs. Ouais, t'as vu. Moi, je kiffe, franchement, c'est passer du temps avec eux. Surtout les 2 petits jumeaux, je te dis, ils sont waouh. Ils sont chouins. Je t'expliquais, j'en ai un des 2, Ayoub, là. Oh là là, faut toujours le surveiller, faire attention. J'expliquais à la piscine, il veut que plonger tout seul, même s'il a pas pied, quand on prend des bateaux en mer et tout, même s'ils ont les gilets et tout, faut tout le temps surveiller parce qu'il veut plonger dans la vie. Il a vraiment peur de rien, ce petit. Autant son frère Hamza, il est un petit peu plus peureux que lui, mais l'autre, et ça peut être très dangereux, ça peut aller très très vite, donc faut toujours être attentif avec eux. Des fois, ça s'inverse quand ils grandissent. Ouais, tu vois. Déjà, à la base, c'était le contraire quand ils étaient petits, et en grandissant, voilà, c'est Ayoub qui est devenu un peu plus, foufou. Et est-ce que t'en as un de tes 3 enfants dans lequel tu te reconnais, en fait, tu vois, dans le comportement, dans des façons de faire, tu vois? En vrai, dans les 3. Dans les 3? Dans les 3. Ahmed, le plus grand, parce que déjà, il est plus grand, donc tu le vois, tu sais, que ce soit la démarche, comment il marche, comment il se comporte dans ses goûts culinaires, tout. Franchement, il a vraiment les mêmes goûts que moi depuis qu'il est petit. Un truc tout con, il aime pas les champignons, et c'est pas moi. C'est vraiment, il y a plein de trucs comme ça. Ce que je kiffe, il kiffe. Il kiffe le fromage. Pourtant, les petits, c'est pas forcément. Et lui, tu vas lui donner il veut pas de la vache qui rit, quoi. Il veut du roquefort. C'est un délire. Ahmed, on dirait un adulte, je te jure. Ouais, c'est ce qu'il disait, ton pote, juste avant, qu'il lui parle comme un adulte. Ouais, bien sûr. Franchement, alhamdoulilah, je suis fier de lui. Beau. Justement, à l'heure où on parle, t'as sorti ton projet PLS pour la street. Un projet que t'avais justement teasé dans l'interview avec Naskid, que j'avais regardé. Et tu le teasais comme ta dernière série de mixtape. Ouais. Tu vois? Yes. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ouais, je pense. Après, on sait pas de quoi demain est faire, mais après, je dis pas, il y aura combien de... Ça se trouve, ça va aller jusqu'à PLS 9. On sait pas, mais en tout cas, pour l'instant, je pense qu'au début, j'ai commencé avec MDR, Mec de rue, HLM, Hasta la Muerte et PLS pour la street. Et donc, c'est bien, vu qu'à chaque fois, on fait plusieurs volets. Et donc, après ça, je pense que la boucle sera bouclée. Parce que, ouais, c'est ça, tu parlais un petit peu Enfin, tu disais que t'étais bien plus près de la fin de carrière que du début. Oui, je me vois pas forcément... Bien que je kiffe la musique et tout, mais je me vois pas forcément continuer à rapper jusqu'à un certain âge. C'est-à-dire, déjà, je trouve que j'ai bien tenu. On va dire que j'ai bien tenu le coup, mais voilà, ouais, bien sûr, je me sens beaucoup plus proche de la fin que du début. Tu te fixes un âge limite ou peut-être l'âge de tes enfants? Tu dis, quand par exemple mon premier, il est majeur, c'est sûr, j'arrête. Personnellement, à la base, je m'étais fixé 40 ans et j'ai 41 ans. donc c'est fort. Donc pour l'instant, j'ai pas forcément de limite, quoi. Mais il y a toujours le temps additionnel. Ouais. Tu vois?
Bah, surtout que à l'époque, comment ça s'appelle, je me suis retrouvé incarcéré, donc ça a chamboulé tous mes plans. Et donc j'ai perdu un peu plus de 2 ans, quoi, à cause de ces déboires avec la justice. Donc ça a retardé tout mon planning, on va dire. Ça a décalé d'un peu plus de 2 ans, et donc le temps de se remettre sur pied et tout. Donc voilà. C'est pas à chaque fois, il y a des surprises. Bah là, dans cette première partie de PLS, il y a pas mal de surprises, justement. Il y a pas mal de featuring sur tous les titres. On peut retrouver des Boleman et Saf, Yes. Nino, il y a du Soso Manès, il y a du Dooms et Lesram, il y en a pour tous les goûts. Sams, ouais, c'est vrai, il y en a que j'ai oublié malheureusement, mais... Leto, comme ça on vous a tous cités. On a cité tout le monde. Leto aussi. Est-ce que c'était une volonté de revenir, tu vois, avec pas mal d'artistes en featuring, tu vois, de voir You se bagarrer un peu avec les autres, ou alors, tu vois, You qui tout simplement collabore, exercice de la nouvelle, de l'ancienne, on va dire, génération, parce qu'il y a des plus anciens. En fait, c'est l'univers c'est grave l'identité du projet. C'est ça, c'est un peu comme je te disais, comme MDR, Mec de Rue ou HLM. C'est vraiment un mélange avec tout le monde. Sinon, j'aurais fait un truc, ça aurait pas été pour la street, quoi. J'aurais fait un truc un peu plus égoïste, j'ai envie de dire, où je pense qu'à moi et tout. Et là, non, justement, on est dans le partage. C'est vraiment, même moi, tu sais, c'est du challenge. Et voilà, chacun apporte sa pierre à l'édifice et c'est du partage. Et pour moi, la musique, c'est souvent ça. Parce que même quand on chante tout seul, à part Jul et c'est quelques-uns qui arrivent à tout faire, c'est-à-dire moi, souvent, tu vas appeler un compositeur, tu vas appeler un mec qui va t'aider à te faire une mélo ou un truc. Donc, c'est souvent du partage, la musique. Ouais, effectivement. Et puis même aussi, t'avais aussi teasé, rien à voir, mais un HLM 4 il y a quelques mois. Est-ce que pareil, c'est toujours d'actualité? Parce que t'as dit que tu voulais pas finir sur une trilogie. Non, exactement, je voulais casser les codes. Donc, il y aura un HLM 4 et par contre, le HLM 4, ce sera le dernier du volet HLM. Donc là, t'as une exclue, voilà. Donc voilà, ce que je disais, je vais le terminer par le 4 et ensuite, on restera sur PLS. Ok. Et PLS, il peut y en avoir 9. Ouais, on sait pas. Il faut s'arrêter à 1, à 2, à 9, voilà. Moi, dans ma tête, t'allais t'arrêter à 2. Bah après, on va voir. On sait pas. On restera à l'affût. Et pareil aussi, en tout début d'année, t'avais sorti une sorte d'EP, on peut dire. Ouais. On retrouve beaucoup justement Marvelous, dont tu parlais, ton ami d'enfance, qui s'appelait En attendant la suite, où il y a pas mal de feats. C'était quoi le but de ce projet-là? C'était justement de faire patienter le public. Exactement. Est-ce que c'était ça? Comme ça faisait un bout de temps que j'étais parvenu, le dernier projet en date, c'était HLM Volume 3. Ce qu'il faut savoir sur HLM Volume 3, c'est que quand je l'ai sorti, les sons, ils dataient déjà. Donc, ils devaient sortir déjà bien avant. Et donc, j'avais mis du temps à le sortir. Et donc, déjà, c'est des sons qui avaient déjà de 2 ans, 3 ans pour certains. Donc là, je voulais ressortir un truc un peu plus d'actualité. Et voilà, sans prévenir, sans faire de promo, sans rien. Le but, vraiment, c'était d'envoyer pour le public un message avec des sons plus d'actualité. Et surtout, ce qui me tenait à cœur, c'était d'inviter Marvelous. Parce qu'on avait recollaboré sur HLM 3 et c'est vraiment le mec avec qui j'ai écrit mes premiers textes, avec qui j'ai commencé le rap. À la base, on formait un groupe, on n'avait pas de nom, c'était Younes Marvin. C'est-à-dire, j'avais même pas encore Myster You quand on a commencé et ça me tenait à cœur ça me tenait à cœur avant de terminer comme je dis, je termine comme j'ai commencé et voilà. Et ça me tenait à cœur d'essayer de le mettre en avant, quoi. Et Marvin, pour moi, c'est un mec qui a une plume de malade. C'est un artiste génial. Humainement, c'est une bombe atomique, ce mec. Donc, je voulais vraiment que mon public le découvre aussi. Enfin, mon public d'antan le connaissait déjà tous. Souvent, on me demandait c'était pour quand les nouvelles collabs avec lui. Et donc, ça me tenait à cœur de l'inviter sur plusieurs titres. D'ailleurs, on avait fait un gros morceau avec Oxmo Puccino et Karine, que je salue. Et pour l'anecdote, c'est moi qui le dis. Marvin, Oxmo, c'est un de ses artistes préférés. Donc, quand je lui dis, on va faire une collab avec Oxmo, il me dit non, mais arrête, tu te fous de ma gueule. Et depuis qu'on est petit, Marvin, moi aussi, hein. Mais voilà. Il m'a dit, franchement, You, là, je peux arrêter demain, tu m'as fait mon kiff. On a fité avec Oxmo, on a fait un gros titre. Il m'a dit, c'est bon pour moi, ça y est. C'est limite, c'est comme si j'ai réussi, quoi. Incroyable. Et en fait, à un moment dans ta tête, tu t'es dit, avant de finir ma carrière, il faut que je re-rappe avec Marvin. Il faut qu'en fait, tu voulais accomplir. Ouais, ça me tenait à cœur. Ok. Ça me tenait grave à cœur et je veux qu'il éclate tous. Ce mec-là, pour moi, il le mérite. Et franchement, niveau talent, c'est un tueur à gages, quoi. Marvin, en plus, c'est un mec qui est très très cultivé, moi j'ai pas honte de le dire, c'est un mec qui est beaucoup plus mélomane que moi dans la musique. Il a une culture musicale incroyable. Il est vraiment, sa famille aussi, c'est des musicos. Il a des frères qui composent, ils font des instruments et donc voilà, quoi. Vraiment, Marvin, c'est un bousillé de musique. Et qu'est-ce qui a fait que musicalement vous avez pas continué votre route ensemble au début de votre carrière? Les aléas de la vie ont fait que moi j'ai eu mes galères à l'époque, la cavale, tout ça. Marvin, ça a toujours été un mec beaucoup plus posé,
posé, qui travaille. T'as vu, lui, il était pas dans les délires, je vais aller, voilà quoi, Bicrave, tout ça. Lui, il était beaucoup plus posé. D'ailleurs, on parlait de ça hier en interview. Étant gamin, moi, j'avais un rêve, c'était entre le football, la musique, mais aussi je voulais être éducateur spécialisé. Et au final, c'est lui qui a fini éducateur spécialisé. Il l'est toujours d'ailleurs. Et comment ça s'appelle? Et aujourd'hui, comme je te le dis, je kifferais qu'il éclate tout dans la musique parce qu'il a un potentiel de malade. Le mec, il sait chanter, il a une plume de fou, il sait rapper, il est polyvalent, quoi, il sait tout faire. On lui souhaite beaucoup de réussite. Et aussi dans l'actualité, vu qu'on en parle, on t'a vu pas mal de fois aussi sur scène, notamment avec Black aussi, où on s'était vite fait croiser, on avait parlé, où c'était un beau moment aussi. Grave, bien sûr. Zénith rempli, où en plus c'est un artiste qui a pas mal trimé dernières années, qui est revenu en pétard. Ouais, il arrive en pétard. Après, c'est vrai qu'il y a eu un petit mou, j'ai l'impression, dans sa carrière, et il est revenu sur le devant de la scène, mais il est revenu on fire, encore plus fort qu'avant, et ça me fait plaisir, surtout de voir encore. Parce que quand il y a un coup de mou dans une carrière, c'est vrai que c'est un peu frustrant quand tu essayes de revenir, mais là, je suis content pour lui parce qu'il est revenu vraiment encore plus on fire qu'avant, et ça continue, quoi. Ça fait que monter, et on l'a vu, remplir un Zénith, c'était incroyable. T'écoutes ses sons, c'est des tubes, tube sur tube sur tube, donc franchement, chapeau à lui. Et vous avez quand même 2 feats ensemble. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, quand je savais que j'en connaissais un, mais je connaissais pas le deuxième. Tu sais, de prime abord, voir une collab Mr. You que Black, au tout départ, ça, tu dis qu'est-ce qu'ils vont, tu vois, parce que vous avez 2 univers qui sont assez. Non, moi déjà, quand j'ai écouté, je me rappelle, le premier titre que j'avais écouté de que Black, c'était le freestyle qu'il faisait là. Alhamdoulilah. Tu vois celui-là là. Quand j'avais écouté ça, voilà. Et c'est-à-dire, moi, déjà, dès que j'avais écouté ça sur les réseaux, je crois que c'était sur Facebook ou sur je sais plus quoi que ça tournait et tout, j'avais dit waouh, le mec, il a une vibe, quoi. Il est chaud, il est chaud patate. Après, on s'était vu chez Arise et on avait collaboré. Et le mec, c'est un tueur. C'est beau. Et pareil aussi, niveau scène, on t'a vu sur le Stade de France de Jul. Ouais. Magnifique. Incroyable. Plus de 90 000 personnes. Ouais, le record du Stade de France. Ouais. Presque 98 000. Il a battu tous les records. Moi, je te mens pas, déjà, quand il m'a invité, j'étais content. Tu vas chanter au Stade de France. Pour l'anecdote, j'étais jamais allé au Stade de France. Ah ouais? Ouais, je suis jamais regardé un match ni rien. C'était la première fois que je rentrais au Stade de France. Je me retrouve à chanter dans le Stade de France. C'est incroyable. Parc des Princes, oui et tout, mais je te mens pas, le Stade de France, j'avais jamais fait. Tu rentres par la grande porte. Ouais, je suis rentré exactement. Merci à lui, franchement, ce qu'il m'a fait vivre, c'était incroyable. En plus, quand il m'appelle, moi, je pensais qu'on allait interpréter un son ensemble et tout. Il m'a dit, ouais, t'es chaud pour faire La Rue Pue la Prison? Je dis, mais bien sûr que je suis chaud. La Rue Pue la Prison, un de mes plus gros classiques à mes yeux. Chanter devant, presque 100 000 personnes au Stade de France, franchement, il m'a mis des étoiles dans les yeux. Merci encore infiniment à lui pour cette passe, parce que franchement, c'est beau, ça m'a fait kiffer. Franchement, de toute façon, je le dis, je le redirai toujours, c'est vraiment un mec en or, et comme je dis, son succès, il l'a pas volé, il le mérite, c'est un acharné de travail. C'est un des artistes, franchement, qui m'a le plus épaté en studio. Si ce n'est celui qui m'a le plus épaté, c'est lui. Une fois, la première fois qu'on a collaboré ensemble, je me rappelle que on est resté en 2 jours, on a fait 3 titres, lui et moi, et lui, il en avait enregistré au moins 7 en plus. C'est carrément, quand on était en train d'écrire le premier, j'avais commencé, moi, c'est pour ça, même dans le texte, je dis, je plane dans des airs, j'écris sur des billets d'avion. Parce que j'ai commencé à écrire mon texte, j'étais dans l'avion sur mon billet d'avion, et moi, j'aimais bien écrire avec le stylo. Okay. Je commençais à écrire des petites phrases sur mon billet d'avion, je m'en rappelle, et quand je suis arrivé, boum, c'est-à-dire, j'avais pas tout mon texte, mais j'avais une partie. Le mec, il a composé direct, bam, bam, bam. Ah, t'aimes bien ça, truc, ça fait une petite mélo, boum, il est parti, il a posé. J'avais pas fini mon couplet. Et c'est-à-dire, après, j'ai l'impression, tu sais, comme Sonic quand il fait ça avec son. C'est-à-dire, il attend. J'ai dit, c'est quoi, frérot, moi, je vais aller me mettre à côté. Et je me rappelle, je viens, ça y est, j'ai fini mon couplet, je rentre. Il avait enregistré un titre qui s'appelle La Fusée. Okay. Il a composé, il a écrit, il a posé. J'ai dit, mais c'est quoi cette machine, le mec? Incroyable. Pendant que t'écrivais, pendant que j'écrivais dans le studio d'à côté, je te jure, je reviens, il me dit, La Fusée. Waouh. Et pour l'anecdote, je me rappelle, on a fait 3 titres, il en a fait 7 tout seul. L'OVNI, il a trouvé son truc. C'est vraiment un extraterrestre. C'est même pas un alien, c'est un ovni. C'est trop. En plus, il t'a rendu un bel hommage au Stade de France parce que il disait que t'étais le premier artiste parisien à lui avoir accepté un feat. Featuring, bien sûr. Et c'était beau, franchement, il semblait ému et tout. Tu sais, j'étais en bas, c'est limite, j'aurais cligné les yeux, j'aurais ri plus. Franchement, c'était. Oh non, franchement, merci à lui, voilà. Et de toute façon, ça résume le personnage que c'est. C'est vraiment un mec qui a le cœur sur la main et qui est dans le partage. Tu vois ce qu'il a fait avec Marseille sur bande organisée, tout ça. Il a réussi à rendre Marseille. Je parlais de ça avec certains artistes de Marseille qui me disaient, il a réussi à réunir tous les artistes comme s'ils étaient du même quartier, de la même équipe, de la même famille. Donc c'est beau ce qu'il a fait. Il est très fédérateur. Franchement, c'est tout à son hommage. Ouais, c'est magnifique. C'est un grand homme. Comme je disais aussi, je le dis, je suis sûr que Jul, il se présente au présidentiel, il est président de la France. Normal. Mais bien sûr, avec 98% de vote. Faut le convaincre. Faut le convaincre. Ouais, bon, après la politique, moi je dirais, il n'y va pas parce que. Ah oui, il n'y va pas. Il pourrait finir comme Coluche, le pauvre. Ah oui, il n'y va pas. Ah non, là-bas. Il n'y va pas. Mais justement, quand il te contacte, il te sollicite en 2015,
2015, 2014. Toi, à cette époque, tu connais déjà Jul? Ouais, Jul, en fait, moi, j'ai connu, pas humainement, quoi. Ouais, musicalement. Mais à l'époque, moi, c'est quoi? J'avais fait. Il y avait une petite boîte sur Juan-les-Pins. J'avais rencontré le patron de là-bas. Pour l'anecdote, Loïc, que je salue. Et bon, il faisait pas de showcase, rien dans sa boîte. Et je l'avais rencontré, c'était l'ami d'un ami. Et on s'était mis d'accord. Je lui ai dit, bah vas-y, si tu veux, je récupère, comment ça s'appelle, la DA de la boîte tous les samedis. Et donc, moi, je viens faire des showcases. Je ramenais des amis à moi, des artistes qui venaient faire des showcases tous les samedis. Et donc, on avait la recette. Donc, des fois, même quand j'étais pas là, donc, voilà, il y a énormément d'artistes qui sont venus, qui ont fait des showcases que j'ai calés. Et donc, à la fin, je dis, ah bah ça va, on a fait des bons chiffres et tout. Je dis, ouais, mais par contre, il y a un mec, il est venu et moi, je faisais les samedis. Il m'a dit, il est venu un vendredi, il a fait un show. Je n'oublierai jamais, il m'a dit, il s'appelle Jules et il chante la moto volée. Et tu sais, Loïc, c'est un daron, il a plus de 50 ans. Je dis, quoi, Jules, la moto volée? Il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Il m'a dit, il y avait des milliers de personnes devant la boîte qui pouvaient pas rentrer. Il m'a dit, ce mec-là, il a une hype de fou. Regarde, Jules, la moto volée. Et c'est là, juste après, j'entends parler de Jules, sort le cross volé. Je dis, ah ouais. Donc après, j'ai fait le rapprochement. Jules, la moto volée, les trucs. J'ai dit, waouh. C'est-à-dire, ça résonnait déjà dans ma tête. Et après, lui, quand il arrivait en Y. C'est bon, il était là, quoi. Donc ensuite, quand il te contacte, bah, tu dis, je connais déjà sûr. La moto volée. Ouais, bien sûr, je sais que voilà. J'ai déjà qui était en pétard. Je sais, bien sûr. En plus, le son, ça me parle. Moi, je suis très, comment ça s'appelle, je suis pas fermé dans la musique. Moi, j'écoute un peu de tout. C'est-à-dire, j'écoute du rail, j'écoute du rap, j'écoute de la house, je peux écouter de tout. Et moi, quand j'ai vu, tu sais, il arrivait vraiment avec un nouvel univers, quoi, qui n'était pas connu encore. Ça m'a parlé direct. C'est les instrus aujourd'hui, quand tu regardes, c'est des instrus type Jul. Donc, il a vraiment ramené son univers, quoi. Je sais pas combien d'artistes espagnols, italiens. Tous. Mais c'est vrai que tu as toujours été ouvert, toi, musicalement, parce qu'un de tes plus gros tubes aussi, c'est Funk You, avec DJ Abdel et Francisco. C'est Francisco, ouais. Ou même pas mal de sons qui se rapprochent un peu du rail, ou en tout cas des sons qui parlent tu chantes en Dalija, en arabe dialecte marocain, comme sur Maghrébin avec Balti. Ou alors un son avec Marwa Loud aussi qui s'appelait Blady. Voilà, exactement, Blady. On te voit vraiment à chaque fois, tu vois, diversifier un petit peu ta palette musicale depuis le début de ta carrière. Ouais, bien sûr, je fais ce que j'aime. Pour l'anecdote, une fois, j'avais posé sur un morceau house. C'est dans la mixtape La Rue Séparo. Ouais. Et j'avais invité Dry de la Mafia Quinfri qui était venu poser. Et je lui ai fait écouter le son. Il m'a dit, mais t'es un malade sur de la house et tout. Je dis, attends pas. J'ai fait mon couplet. Il a dit, waouh. Il est parti, il a posé un couplet. Il y avait un autre rappeur aussi avec nous, Bilal, qui a suivi le truc directement. C'était un morceau incroyable. Les deux, ils m'ont honoré, franchement. Et on est parti sur de la house. Et je pense avoir été un des premiers à faire ça. Enfin, de connu au moins, plus ou moins connu, qui a fait un morceau rap sur un gros cheat house. Et le morceau, il avait cartonné dans la mixtape, tu sais, dans l'underground, il avait tourné à mort, les gens qui sortaient, tous les clubbers et tout, le mettaient tout le temps. Et voilà, quoi. Donc, on n'est pas du tout fermé. Au contraire, je pense que c'est ça la musique. Faut pas rester que dans une cage. Surtout que moi, je le dis, je le reconnais. Moi, je sais rapper, mais niveau chant, c'est pas trop ça, quoi. J'ai pas fait de solfège. Quand j'essaye de faire des mélodies pour l'anecdote, plein de fois, on me dit, bah vas-y, tu me refais la même. Je dis, mais je peux pas te refaire la même. je l'ai fait une fois, j'arriverai pas à le refaire. Donc voilà. Il y a des morceaux où je chante un peu, par exemple, DJ Core. Grosse dédicace à lui. Une fois, pour l'anecdote, je disais sur le morceau, on parlait de ça chez Naskid avec le morceau À toi mon petit cœur, d'ailleurs qui est ressorti en trend. Qui est numéro 1 là. Ouais, il était bien monté. Il était monté de fou. Ouais, il était monté de fou. Et je me rappelle, Core, il avait fait quoi? Comme j'avais du mal à chanter et à faire ça, il m'a fait poser des fois une phrase, deux phrases, une phrase, deux phrases. Et vas-y, recommence. Est-ce que tu te rappelles de la première? Non, refais-moi. Et j'avais galéré. Et à la fin, quand j'ai eu le résultat, bah, franchement, je le remercie parce que voilà, m'a sorti de ma zone de confort, c'était dur. Et chanter, c'est très compliqué pour moi. J'ai du mal. Mais surtout qu'à ce moment-là, quand ton public, il connaît, tu sais, un Mister You dur, etc., qui parle, tu vois, de la prison, de la rue, etc., te voir sur un registre comme ça, il y a un contre-pied qui fait que tout le monde n'est pas... Ouais. Tu vois, mais... il a été beaucoup critiqué à l'époque. Beaucoup critiqué, comme je te disais. Hein. Moi, les gens, il fait le lover, mais faut pas se mentir, t'as vu, on a tous un cœur. Il faut juste avoir les cojones de le dire, hein, de se dire je t'aime. Je love aussi. Bien sûr, faut oser le dire. Hein. Et en vrai, comme je disais, des fois, j'allais en showcase, je chantais À toi mon petit cœur, gros, je voyais des loupards et tout, et comme ça. Est-ce que tu te rappelles? Ça me faisait kiffer, t'as vu? Et les gens... Bon, après, c'est vrai qu'à l'époque, on le voyait pas beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est dans les mœurs normales. Les gens, ils t'en font... voilà, c'est devenu normal, quoi. Alors que ça aurait dû l'être tout le temps. Hein. Moi, j'écoute Aznavour. Quand j'écoute, voilà, quoi. Il est pas fermé. Il va pas te parler que de la street ou ci ou ça. Non, c'est... Surtout que l'amour, c'est intemporel. On sera toujours amoureux, à part si on est vraiment un cœur de pierre, quoi. Mais bon, c'est pas le cas pour moi. Ouais, mais il fallait briser les codes. Un peu comme... on avait fait une interview il y a quelques temps avec l'artiste. Ouais. Tu vois, pareil, rappeur d'origine marocaine, qui parlait un petit peu de... Tu sais, à cette même période-là,
2010, 2011, 2012, 2013, tu sais, il faisait beaucoup de... il s'était lancé dans l'autotune, vraiment, tu vois, même avant, tu vois, etc., où il était pas mal critiqué par rapport à ça, etc. Et finalement, on voit des années plus tard pas mal d'artistes qui ont suivi cette mouvance-là, et pas mal, limite, d'enfants de l'artiste, tu vois. Moi, l'autotune, je l'ai surtout découvert avec Booba, quoi, je pense. Ouais, Avec le rail, quoi, les Rayman et tout. Oui, non, mais dans le rap, je veux dire. Tout, quoi. Ouais. Tu vois, que les gens l'acceptent dans le rap. Ouais. Parce que pareil, Booba, quand il commence aussi, il est pas mal critiqué, mais vois. quand t'écoutes, moi j'ai toujours kiffé, ça a toujours été lourd et c'est bien. Comme je dis, faut pas rester dans sa zone de confort et aujourd'hui, tout le monde le fait. Hein. Et carrément, les gens, ils font même plus personne, quoi. Je crois, ne pose sans logiciel, quoi. C'est dur d'avoir du vrai rap cru, brut. T'en as plus beaucoup, quoi. Et en vrai, quand tu regardes en concert, encore une fois, pour citer les concerts, c'est les morceaux chantés qui ressortent le plus et c'est là que le public il chante avec toi. Quand il y a de la mélodie, tu prends un enfant qui sait pas parler, il va se rappeler de la mélodie. Et la mélodie, c'est ce qui reste dans la tête. Et en vrai, encore une anecdote, première fois que j'enregistre avec Soprano, on avait enregistré un morceau Animal Story. Comment ça s'appelle? Moi, je savais même pas qu'il fallait commencer par des mélodies et tout. Moi, j'arrivais, tu me mets l'instru, je rappe, je kick. Et je me rappelle, je suis avec Sopra, il me dit, on écoute l'instru, celle-là, elle est lourde. Attends, je vais faire un yaourt. Et moi, tu sais, je fais pas le mec, qu'est-ce qu'il me raconte? Je vais faire un yaourt. Je dis, ça ouf, je vais me faire du yaourt, qu'est-ce qu'il me parle? Et je vois, il fait des mélodies et tout, donc j'ai compris, c'est ça un yaourt. Tu sais, j'ai pas voulu faire le teubé devant lui. C'est quoi un yaourt? J'ai laissé, il a fait ça, un truc, et je vois, il pose d'abord la mélodie et il écrit après sur la mélodie. Et j'avais jamais vu ça, je connaissais pas. Moi, je savais pas que les gens, ils faisaient ça, ils posaient des mélos, ensuite ils écrivaient leurs paroles. Pour moi, tu faisais d'abord les paroles et ensuite tu fabriquais ta mélo si tu arrives à le faire, quoi. Et donc la première fois que j'ai vu ça, c'était avec Soprano. Ouais, c'est deux façons de travailler. Exactement, ouais. Et comment tu te situes par rapport aux artistes de la nouvelle génération? Parce qu'il y en a beaucoup qui font, on voit de nouvelles façons de rapper, etc. Tu vois, on voit de nouvelles façons d'enregistrer. Les codes changent. Et toi, tu le disais justement que par rapport à la drill, par exemple, t'avais un peu de mal. Ouais, j'ai même beaucoup de mal par rapport à ce BPM-là qui change, qui est beaucoup plus accéléré. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ouais, toujours. Je galère, moi je vais galérer. Hein. Tu vas me mettre sur de la drill, sur les morceaux. Ça dépend comment tu le prends. C'est ou beaucoup plus rapide ou beaucoup plus lent. J'ai du mal. Moi, ma zone, pour ceux qui connaissent la musique, moi, les BPM dans lesquels je suis à l'aise, ça va partir de vraiment 80, 85 à jusqu'à 100 même. Jusqu'à 100, je peux bien débiter. Mon flow, il est dessus, il est fluide. Mais dès que ça va beaucoup, dès que c'est beaucoup plus rapide ou beaucoup plus lent, j'ai du mal parce que, en fait, il faut rajouter des mots, l'écriture, elle est pas pareille. Faut ou en rajouter ou en enlever. Et quand pendant plus de 20 ans, t'as eu une façon d'écrire, c'est dur de la modifier. Et t'as pas eu envie à un moment, je sais pas moi, de t'entourer peut-être de ghostwriters ou de gens pour t'aider à écrire sur justement des tempos comme ceux-là et pour pouvoir, tu vois, te mettre entre guillemets au goût du jour? Si, j'ai essayé plein de fois. Ouais, j'ai essayé. Ghostwriter, non, parce que je pense que ça va, j'arrive à gratter toujours. Pas ghostwriter, mais alors tu sais, peut-être. Mais par contre, des top liners, ouais. Ouais, top liners. Plein de fois, on m'a envoyé des titres avec des top lines incroyables, mais j'arrive pas à les suivre. Parce que je suis pas bon dans les mélos, je suis pas bon dans les notes, dans les placements. C'est-à-dire, carrément, limite, t'écoutes le son top liné, il est mieux que le son que j'ai posé après. Donc, j'ai là, gros, c'est pas du tout ce qu'on m'a donné. Donc, à la fin, c'est rare que j'arrive à garder une top line, parce que j'arrive pas à la suivre en vrai. En vrai, j'ai mis beaucoup trop de temps à comprendre comment ça marchait. Et donc, je suis resté bloqué un peu dans ma façon d'écrire. Et après, j'essaie de me prendre la tête. J'essaie de temps en temps, je le fais un petit peu. Mais c'est dur pour moi. Tu penses que c'est un problème entre guillemets d'âge ou c'est parce qu'en fait, t'as pas voulu... Ouais, c'est le travail. C'est que avant, frère, je traînais à mort au studio. J'étais un bousillé de studio. Je pouvais rester des jours en studio. Je travaillais. Aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, quand on va dans le studio, on va s'enfermer pour travailler. Je vais vite rentrer chez moi, ma famille me manque, mes trucs, je vais vite rentrer à la maison, mais je peux pas rester 2-3 semaines, tout le temps en studio, À un moment, ça y est, faut que je sorte, j'en ai marre, je suis trop resté en studio, justement. Dans le passé, l'époque de la cavale, tu sais, vraiment, je voyais plus le studio que la rue presque à un moment. J'étais à fond, je travaillais, j'étais une machine de travail et aujourd'hui, je me suis calmé par rapport à avant. Mais après, c'est le travail, hein. Plus tu vas travailler, plus tu vas progresser. Et c'est vrai que je travaille moins qu'avant. Moins qu'avant, parce que les priorités ont changé. Exactement. Et est-ce que tu écoutes des artistes de la nouvelle génération? J'ai vu que tu avais feat avec JRK19. Ouais, JRK, lourd. D'ailleurs, même humainement, une bombe atomique, ce mec. Qui, j'imagine, a dû forcément t'écouter. Vous venez des mêmes cons, etc. Ouais, donc, on parlait de ça. Plus ses grands frères, lui m'a découvert un peu plus tard. Comme il a dit, je ne l'ai pas écouté à 3 ans non plus. Mais après, c'est le quartier.
il est du 19e, de Danube, je suis du 19e, Rébéval. Donc Paris, donc c'est un peu comme moi quand j'étais jeune avec Oxmo Puccino, tu sais, c'était vraiment, c'est quelqu'un du 19, j'ai beau ne pas le connaître, mais je sais qu'il est pas loin du quartier, donc voilà, on soutient. Et en plus, aujourd'hui, c'est la nouvelle génération, ils déchirent tout, et moi, ça me fait plaisir de voir les jeunes remplir des salles de concert que de remplir les cours de promenade. Je préfère les voir tout réussir dans la musique. Et il y a d'autres artistes comme ça de la nouvelle génération que t'écoutes ou pas forcément? En vrai, c'est pas, je vais aller non plus, je vais pas mentir, hein, je vais pas être le mec à aller saigner tous les albums et tout, parce que je consomme plus la musique comme avant, je te mens pas. Avant, je consommais à mort, j'écoutais tout ce qui se passe, je regardais, je voulais être à la page. Maintenant, c'est plus beaucoup ça, mais de temps en temps, ouais, je fais une petite mise à jour, quoi. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, comme on expliquait, le rap aujourd'hui, il est beaucoup plus mélodieux qu'avant, donc j'aime beaucoup. Après, il y en a, par contre, c'est trop mélodieux des fois. Des fois, en plus, tu sais, il y a des mots de la rue, tu sais, les codes ont changé, tu sais, c'est plus les mêmes mots, donc c'est des mots on va dire de gens, on va pas dire que je suis un vieux, mais il y a des mots, des fois, je comprends pas, je suis obligé de me dire, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, ça? Et en plus, maintenant, ça va vite. Tous les 2, 3, 4 mois, t'as une nouvelle expression, un nouveau mot, un nouveau truc. Mais 2-3 jours même. Ouais, t'as vu, ça va trop vite. Donc des fois, tu dois comprendre, faut suivre, quoi. Et je sais pas si t'as suivi, tu sais, il y a par moment le rap de rue qui est un peu, entre guillemets, on va dire, négligé par rapport à ces nouveaux courants du rap qui arrivent et qui essayent, entre guillemets, de se mettre, on va dire en supériorité par rapport au rap de rue. Je sais pas si tu as suivi un peu. On en parle pas mal sur Twitter, tu vois. À un moment, moi, ce que j'avais remarqué, après, c'est mon analyse, c'est que le rap de rue, ouais, exactement, il était plus à la page, quoi. Et ce qui lui a... C'est mon expertise encore, hein. C'est pas, ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est un moment quand il y a eu le Covid. Donc quand il y a eu le Covid, même les artistes, tu peux prendre la plupart, hein, même moi, t'as vu, tu rappes, mais à un moment, tu te rends compte que pour faire des concerts, pour faire des showcases, pour pouvoir monter sur scène, il te faut quand même des sons plus ouverts, des sons plus mélodieux. Donc tu vas t'orienter un petit peu, tu vas orienter ta plume et ta façon de travailler sur ça. Et quand il y a eu le Covid, à la fin, plus personne ne fait de concerts, plus de showcases, plus de boîtes, plus de chicha, plus rien du tout. Donc là, en plus, les gens, ils étaient enfermés, ils étaient chez eux, donc ils consommaient la musique autrement. Et on s'est mis plus à écouter le message, quoi. Okay. Et donc j'ai l'impression qu'après le rap un peu plus street ou vraiment comment ça s'appelle, avec plus de texte est revenu à la page. C'est l'impression que j'ai eue. Okay, et donc après maintenant, comme le Covid il a été oublié, maintenant on repart dans les et en concert c'est con, mais c'est efficace. Tu prends, tout à l'heure on citait que Black, le morceau qu'on a fait lui et moi en altitude, quand je le fais en showcase, à un moment, t'as vu, comment ça s'appelle? Il y a un petit passage comme ça. À la base, c'était un yaourt que j'avais fait. Et Rice, quand il a découpé l'instru, il l'a mis en pont. Je vois les mecs, quand je suis en concert, ils chantent le pont. Il n'y a aucune parole dessus, mais c'est ce qu'ils chantent le plus dans le morceau de ma partie. Je dis, les gars, quand même, je me suis pris la tête à écrire des paroles. Mon enfoiré, vous gardez que les la la la, les papapa. Je dis, waouh. On va vous en donner du la la la, du papapa, du ratata. Vous en voulez encore? C'est vrai qu'il y a un truc aussi qui a fait accroître ta notoriété, c'est les adlibs, tu vois, c'est les bruits, c'est les ambiances, Yuga Taga, les ambiances, et, tu vois, les gimmicks, les brrr, tu vois, etc. C'est ma recette. Énergie, c'est ma recette. Ça comme j'étais friand de Tupac à l'époque, moi je kiffais quand j'écoutais du Tupac, tu regardes derrière, il y a toujours une autre voix, tu sais, justement derrière, qui est beaucoup plus énergique, avec des bruitages et tout, et donc je kiffais, et c'est un peu mon ADN dans la musique, quoi. Et ça, c'est on va dire, parti au fur et à mesure des années. J'ai l'impression qu'en tout cas, on entend moins ce genre de, tu vois, tu me dis si je me trompe, mais d'adlibs, peut-être qu'il y a peut-être moins cette énergie aussi, parce que forcément, t'es bien plus jeune quand tu fais ça, la musique change. Ouais, la musique change. Tupac, en vrai, il a 23, 24 ans quand il fait ça. Tu vois, peut-être qu'à 40, il aurait aussi arrêté. Ouais, bien sûr, mais la musique change, donc les codes ils changent. À l'époque, moi j'ai toujours écrit comment je pose ma lead, je la double, je fais 2 pistes d'ambiance, je fais une piste d'ambiance et 2 pistes de back. C'est ma recette, voilà, vous l'avez les gars. Mais maintenant, tu regardes aujourd'hui, les mecs ils disent, même quand moi je vais en studio, je vais enregistrer avec des gens, sur la réal et tout, on va me dire non, ça sert à rien de doubler ta voix. Laisse-la qu'une et essaie de mettre plus d'émotion dedans et tout, mais garde qu'une lead et on la double pas. Et il y a beaucoup de rappeurs avec qui j'ai travaillé, je suis un des rares ceux qui doublent toute la lead. Et ils gardent qu'une piste et il faut une piste de bac. Et pourtant, je ne vais pas dire que la qualité elle est moins bonne, hein, c'est aussi bon. Mais moi, chacun sa recette. C'était donc ça la recette du Mystérieux. Voilà, c'est tout simple, hein, on n'a pas inventé l'eau chaude. C'est comme la recette du coca, j'ai l'impression, on l'a découvert. Voilà, on va la faire fuiter. Mais donc du coup, globalement, pour finir, le rap aujourd'hui, tu le vois un peu plus comme un métier qu'une passion. Parce que je sais que j'avais entendu aussi que tu avais songé à arrêter un moment après un passage au pèlerinage à la Mecque, tu vois, et que tu étais revenu parce que les sommes étaient bien alléchantes quand même. Ouais, qu'Allah nous pardonne. Après, on est tous des humains,
Et l'argent fait tourner la tête, c'est la vérité. Mais donc, du coup, aujourd'hui, tu le vois vraiment plus comme un métier. Ouais, bien sûr. Il y en a qui vont dire non, faut pas dire ça. Tu sais, souvent, même dans les maisons de disques, non, il y a des choses à ne pas dire et tout. Moi, j'ai toujours eu, pour encore te reparler de Tupac, pour moi, le rap, c'est keep it real. C'est reste naturel, reste qui tu es. Donc, moi, je vous dis la vérité. Ouais, c'est vrai. Après, il y a le public qui me donne de la force. Comme par exemple, là, quand je sors d'un Stade de France avec Jul, crois-moi, quand je suis ressorti, j'avais des étoiles plein les yeux. Ça m'a reboosté. Ça veut dire la passion, elle est toujours là, elle sera toujours là. Mais des fois, elle est moins forte. Elle est moins forte à des périodes. Mais quand je sors d'un Stade de France, là, je me sens requinqué. Je me sens chaud et là, j'ai envie de tout éclater. Et donc là, la passion reprend le dessus. Mais ça reste aussi, faut pas se mentir, ça reste un business. Surtout que je suis producteur, donc je porte les deux casquettes. Donc je suis en même temps Younes et Mysterio. Donc c'est un peu schizophrène tout ça, faut gérer les deux quoi. Faut gérer la production, le rap. Depuis quand t'es producteur? Depuis toujours. Depuis toujours? Ouais, j'ai toujours été mon propre producteur. Ah oui, ton propre producteur. Ouais, je croyais, producteur. Oui, je pensais que tu parlais producteur. Oui, je me rappelle, t'avais fondé ça avec ton frère, c'est ça? Ouais, le premier label c'était No Time Record. Ensuite, Hasta la Muerte Production. Et maintenant, c'est Mysterio Production. Production, j'ai vu. Ouais, je pensais que tu produisais un autre artiste. Et aussi, t'en parlais précédemment de la prison, forcément, parce que ça fait partie de ta vie, de ton personnage. Et t'as eu un retour à la case prison il n'y a pas si longtemps, entre 2022 et 2023, où si je dis pas de bêtises, t'es allé en vacances avec ton fils et suite à un contrôle, ils t'ont, je sais plus exactement l'histoire, peut-être que tu pourras nous la clarifier, mais ils t'ont fait repasser par la case prison. Ouais. Comment est-ce qu'on le vit quand cette fois-ci, tu sais, on est père de famille? Parce que j'étais dégoûté. La cavale, etc., t'étais jeune, etc., entre guillemets, t'avais pas de responsabilité. Là, t'es mystérieux le père de famille. Comment est-ce qu'on le vit Bah, franchement, t'as vu, comme t'expliquais, quand t'es jeune et que tu fais des conneries, tu t'attends à aller en prison. En tout cas, si tu vas, c'est que tu l'as cherché, quoi. Tu t'es fait attraper. Le but, c'est de pas se faire attraper. Mais bon, quand tu fais des conneries, il y a le risque de la prison. Moi, à mes yeux, t'as vu, j'étais rangé des voitures, je suis tranquille, je suis dans l'artistique, je suis un père de famille. Donc, je me voyais vraiment pas retourner en prison. Et bon, déjà, dès que j'ai été condamné, moi, la juge m'a condamné à un bracelet électronique, donc pas de la prison ferme. Et ensuite, je devais faire l'aménagement de peine. Donc, plusieurs fois, j'ai demandé mon aménagement de peine et j'avais les mails de mon avocat, tu sais, qui le prouvaient et tout. Et à chaque fois, on me disait non, attendez, comment ça s'appelle la condamnation n'est pas encore tombée, elle n'est pas encore enregistrée. Donc 2-3 fois, j'ai demandé moi à aménager ma peine. On m'a pas répondu. Et un beau jour, on m'a mis un mandat d'arrêt. Donc ma femme venait d'accoucher de mes jumeaux. Ils avaient à peu près, ça avait même pas un mois encore. Et donc je partais en tournée. Donc avant de partir en tournée, j'ai dit quand même, je vais aller avec mon fils le plus grand, qu'il aille un petit peu en vacances. Au moins, on profite un petit peu. Après, vu que je savais qu'il allait rentrer et qu'il allait pas avoir forcément un gros été. Ma femme qui venait d'accoucher, qui était fatiguée avec les enfants en bas âge. Donc j'ai voulu profiter un peu avec lui. Et donc dès que j'arrive à l'aéroport, je donne mon passeport, je donne son passeport. Et là je vois qu'il y a un truc de bizarre. Normalement c'est fluide, cling cling, bonjour, merci, allez-y, boum. Là je vois que ils parlent entre eux. Ouais, tu sais, ils font un truc bizarre, ça met du temps. Oui, attendez, attendez, vous allez attendre 2 minutes. Je dis là il y a une galère. Et après ça m'était déjà arrivé à l'époque du Covid. Ça m'était arrivé une fois. Il y avait j'avais une histoire de fiche de recherche pour une histoire de permis de conduire. Ouais, mais c'était aménageable là même. J'avais demandé l'aménagement. Et donc quand je suis arrivé, ils m'ont fait le même coup. Mais cette fois-ci j'avais fait 24 heures de garde à vue, j'étais sorti et voilà quoi, c'était une condamnation à 6 mois, mais je pouvais payer en jour amende. Donc j'ai pas fui, j'ai payé, d'ailleurs j'avais payé 10 000 € pour les 6 mois. Donc je me suis dit ça va refaire la même. Bon là ils vont me gâter l'avion, mais demain, une fois que le procureur, ils auront appelé le proc, la juge et tout, ils verront que j'ai été condamné à un bracelet, ils me donneront une date pour exécuter ma peine et voilà, le lendemain je sortirai. Donc là je vois que effectivement ils me disent bon vous avez une fiche et tout, je dis oui je sais, voilà j'ai on doit mettre un bracelet et tout, mais j'ai pas encore la date et tout. Ils m'emmènent au commissariat, je me rappelle, je dis à mon fils, il me dit on va plus au Maroc, je dis non papa on va aller demain. Je dis demain et tout, là je dois voir un truc. Boum, un pote à moi il vient, récupère mon fils et le lendemain je vois que je sors pas. Et là ils me disent ouais le procureur il veut te voir, le juge il veut te voir. Je dis waouh, ça devient relou. Et à la fin quand j'arrive là-bas, il décide de me placer en détention. Et moi je leur explique, je leur dis non mais la juge m'a pas condamné à de la prison déjà à la base, je dois mettre un bracelet. Ils me disent oui mais vous aviez qu'un aller simple et on sait pas si vous allez fuir. Après je leur ai expliqué, je leur ai dit oui j'avais un aller simple parce que je sais pas exactement quand est-ce que j'allais rentrer, mais j'allais rentrer d'ici une petite semaine, 10 jours. Et moi je suis pas le genre à fuir quoi. Enfin je suis plus le genre à fuir. Enfin, où ça dépend de la peine, quoi. 12-15 ans, on va pas y aller en moonwalk. Là, oui, mais là, c'est voilà, c'était un bracelet électronique, donc pourquoi je vais fuir? Et voilà. Moi, j'étais dans l'optique de payer ma dette à la société. Et là, le juge des libertés me dit, bah non, vous allez en prison, ce soir, vous dormez en prison. J'étais dégoûté en plus parce qu'il faisait beau, il faisait chaud. C'était l'été, au mois de juillet, aux arrivants. Waouh, j'étais pas prêt. Mais bon, après, comme je te dis, dès que t'arrives en prison, ensuite, faut plus penser au monde extérieur. Tu sais, c'est comme si c'était des mondes parallèles. Là, dis-toi, t'es là, tu vas pas t'apitoyer sur ton sort. Faut essayer de plus penser au monde extérieur. Là, maintenant, t'es là, donc pense au monde intérieur de la prison. Et vas-y, donc maintenant, c'est d'autres préoccupations. Puis j'avais arrêté de bédave et tout, donc maintenant, comment on va trouver de la cons?
Ah, il nous faut. Ah ouais. Et donc voilà, je me suis mis en mode tolard et vas-y, c'est reparti. On connaît la musique. On prend les mêmes, on recommence. Hein. Mais ça faisait quoi? Ça faisait 10 ans que t'étais pas. Ouais. En plus, je suis retourné à la santé. C'est-à-dire, en plus, la santé, ça avait changé et tout. Mais voilà, quoi. On connaissait la maison, on va dire. Donc après, c'était reparti. Mais par contre, là, ils ont un peu fait les crapules avec moi dans les débuts. Parce qu'il y avait le coup de ma dernière peine. J'avais appelé Skyrock. J'avais fait le dawa à la santé. Et donc là, quand je suis arrivé, ils ont fait quoi? Ils m'ont mis directement. Ils m'ont mis avec un indigent en cellule au rez-de-chaussée. C'est-à-dire, en plus, au rez-de-chaussée, ils m'ont mis devant le. Si tu peux les. Hein? Qu'est-ce que les indigents pour ceux qui. Les indigents sont voilà, ceux qui sont en galère, qui n'ont pas d'argent. Tu sais, moi, déjà, je rentre dans la cellule. Je voyais des mégots par terre. Le truc de la cellule, elle est crade, mais sale comme jamais. Je vois un mec, Miskin, t'as vu, Rapta, il s'appelle Rabat. Il est comme ça, une tête de. Je dis waouh. Et je me rappelle, je bloque. Je dis au surveillant, je dis là, moi, je rentre pas là-dedans. J'appelle le chef, appelle qui tu veux. Moi, je rentre pas à l'intérieur. Je dis non, là, tu fais rentrer. Je dis écoute, moi, je crois que tu me connais pas. Je crois pas que je suis un gamin. Moi, écoute, c'est la 5e fois que je vais en taule. Je te jure, je rentre pas dans cette cellule. Appelle-moi le chef. Tu sais pas qui je suis mystérieux, gros. Tu vas m'appeler le chef. Il m'a ramené les élacs. Je sais pas si vous savez c'est quoi les élacs. En fait, c'est comme des CRS dans la prison. Ils sont arrivés, une petite équipe, ils étaient 7-8. Ils m'ont dit bon, tu rentres. J'ai dit non, monsieur et tout, à côté, appelez le chef. Il m'a dit écoute, tu vas rentrer. Bah, je suis rentré. Parce que là, j'avais pas la force avec eux. Tu sais, il y a pas de, on va parler, on va discuter parce que je connais comment se passe la détention avec eux. Tu vas pas vouloir suivre, ils vont t'éclater, ils vont te déboîter l'épaule, tu vas finir au mitard. Et franchement, j'avais pas la force d'aller au mitard directement. Et la chef, elle a pas voulu venir me voir, donc elle m'a envoyé les élacs. Et là, pour le coup, j'ai été obligé de rentrer en cellule. J'ai intégré ma cellule, j'étais dégoûté. Je regardais le mec, je me rappelle Rapta, déjà, je lui dis frérot, déjà ça t'embête pas frérot, t'as vu, on n'a pas le même âge. Moi, je vais me mettre en bas et tout, tu vas me mettre là-haut. Et frérot, je te mens pas, t'as vu, normalement, je dois t'aider à nettoyer la cellule, mais là, je vais pas t'aider frérot, tu vas me nettoyer la cellule. Frérot, c'est quoi ces conneries? Comment tu peux vivre comme ça? Des mégots par terre et tout. Il était là, il me dit ouais, mais non, parce que je sors du mitard. Tu sais, il m'a vendu un truc que c'était pas vrai en vrai. Et le pauvre, en vrai, c'était un indigent, voilà, mais parce que c'était aussi un petit cassos quand même, franchement. Et c'était dur. Et du temps, pendant 2 jours, il a frotté. Hein. Ah ouais, il a frotté, il a nettoyé la cellule, il l'a remise intacte. Je demandais aux auxiliaires, ramener de la javel, ramener tout, et vas-y. Ah, il a frotté. Et franchement, c'était relou. Mais bon, après, t'as pas le choix. Hein. T'es là, comme on dit, il faut exécuter sa peine, exécute ta peine. Et donc, je t'ai dit, mon rez-de-chaussée devant le brouilleur. Le brouilleur, c'est pour pas que tu puisses appeler avec les téléphones et tout. Donc, moi, vous connaissez, hein, you. Je dirais que j'avais les portables et tout, mais ils marchent pas. J'étais comme un fou. J'avais iPhone, je dis, envoie-moi l'autre iPhone, on m'envoie un autre iPhone. Poum, je récupère. J'essaye une puce Free, une puce Orange, j'essaye tout, rien ne marche, pas de réseau, rien, c'est incroyable. Ah, j'étais dégoûté. Je pouvais rien faire et en fait, j'avais le brouilleur juste devant ma fenêtre. Ils se sont dit, lui, comme ça, lui, il va pas nous faire de Skyrock, de je sais pas quoi. Frère, tu vas exécuter ta peine. Après, j'ai trouvé une combine, mais voilà. J'ai trouvé une autre combine. Mais après, je me suis fait discret. Et bon, après, maintenant, ça y est, j'ai plus, voilà, je suis plus tout jeune non plus. Donc, je suis là pour vraiment faire ma peine tranquille. Je vous prends pas la tête, me prenez pas la tête. Et après, voilà, j'ai fait ma peine tranquillement. Mais je suis resté un bout de temps avec Rapta. Et le temps d'écrire pour changer de cellule, à chaque fois, il me refusait. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde en prison. Parce qu'à un moment, quand j'ai parlé avec le gradé, il m'explique, il me dit, regarde déjà, il me dit, Radel Latifi, déjà, il y en a, ils sont 3 en cellule. Dans une cellule pour 2, il y en a, ils sont 3, ils sont 4, il y a des matelas par terre. Il m'a dit donc déjà, estimez-vous heureux que vous n'êtes pas dans une cellule avec un matelas par terre. Donc j'ai dit dans ma tête, bon, c'est vrai j'ai quand même un lit, quoi. Donc vas-y, c'est vrai, vas-y, on va exécuter notre peine. Mais je voyais, il y en avait des autres à côté dans les cellules. La surpopulation carcérale, c'est un fléau. Et il y en a, c'est vrai qu'ils la vivaient dur. Hein. C'était des petites grottes, des petites cellules. Et il y en a des matelas par terre, ils le mettent sous le lit. À l'heure de dormir, ils dorment. Tu sais, waouh, c'était relou, quoi. Et l'été, pour l'anecdote, je te dis, des fois, je regardais les dates. Je me dis, putain, merde, normalement, je suis en showcase à Tanger aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en showcase là-bas. Et j'étais là, canicule, il faisait chaud. J'étais vraiment, ah ouais, dégoûté. Je dis, bah ouais, t'es là. Hein. Après, toujours, je me dis, t'as vu, si t'es là, c'est qu'à mon avis, alors peut-être que Dieu t'a préservé d'un mal, d'un plus gros mal, même sûrement. Exactement, donc faut toujours dire hamdoullah et voilà, il faut toujours dire merci pour quoi qu'il arrive. Mais quand tu arrives dans la prison, t'es mystérieux, donc j'imagine que tout le monde doit te connaître ou te reconnaître. Ouais, mais après souvent t'as pas un la traitement prison, de faveur de la part peut-être des autres prisonniers, non, même de prenez bien. matons. Non, même franchement les surveillants, cette peine-là, franchement, il y a rien à dire. Tu sais, à l'époque, j'ai toujours allé matons, bande d'enfoirés, pour rester pas trop vulgaire, quoi. Mais aujourd'hui, ça a changé. Tu pouvais te retrouver avec des jeunes, des surveillants de prison, ils sont beaucoup plus jeunes qu'avant. Tu sais, des fois, t'as des jeunes, c'est des mecs de cité. Hein. Je te jure, ils sont surveillants, ils sont gardiens de prison, ils sont cool, ils ont beaucoup plus d'humanité que quand j'étais jeune. C'est vrai que la prison d'aujourd'hui, c'est pas les premières peines que j'ai fait à Fleury. Ça n'a rien à voir du tout. Hein. Les surveillants, tant que tu leur casses pas les bonbons, ils te cassent pas les bonbons. Après, bon, voilà, faut pas. De temps en temps, t'as toujours des exceptions pour confirmer la règle, mais franchement, ça s'est bien passé. Franchement, ils ont été cool. Les détenus, on a l'habitude. C'est-à-dire, souvent, c'est des mecs qu'on a déjà vus, avec qui t'étais déjà au placard, des mecs de mon quartier. Donc et voilà, des mecs que t'as revus 10 ans après. Ouais, bien sûr. Il y avait même des mecs de mon quartier.
Le mec, un pote à moi, dans Soro, que j'ai revu en prison, le pauvre, juste après sa peine, lui, le jour de sa sortie, dès qu'il devait sortir, ils sont venus le chercher, ils lui ont fait OQTF, ils l'ont renvoyé au Mali, le pauvre. C'est-à-dire, voilà, tu sais, demain, si je vais le revoir, c'est qu'au Mali, là, il est en train de se taper pour essayer de revenir, c'est compliqué. Mais voilà, ils l'ont fait faire sa peine. C'est-à-dire, si j'étais pas allé en prison, je l'aurais pas revu. Okay, il y en a plusieurs comme ça, quoi. Tu les revois en tôle, il y en a des grosses peines, des petits de mon quartier qui ont pris des grosses peines, que j'ai vu là-bas, et je sais que je reverrai pas d'ici une dizaine d'années si on est toujours vivant, quoi. Mais ils vont tourner longtemps. Et t'en as beaucoup comme ça. Après, il y a des connaissances que tu fais au placard aussi. Grosse dédicace à Prosper. Il y en a plein que j'ai rencontrés en prison, des mecs, voilà, franchement, des mecs en or. Bah, j'ai vu. Les contacts. Les contacts. Juste hier, une anecdote, c'était avec Golozer. Golozer Richie, que t'avais aussi rencontré en prison. Ouais, je t'ai rencontré en 2009 à la Santé. Où il disait justement que quand lui, il était arrivé, déjà, il racontait une histoire, j'ai pas tout compris, où il s'était embrouillé avec un maçon. Ouais. Un surveillant. Lui, il est d'arriver. Et toi, t'es arrivé, tu lui as dit, bon, voilà, on va le l'éclater. démarre, je lui ai dit, viens, on le démarre. Parce que j'étais remonté, je te mens pas, c'était le début, parce que moi aussi, la même, il m'avait mis au bloc. En fait, si tu veux, à l'époque, à la Santé, tu avais le bloc et la division. Donc, au bloc, en fait, c'est des cellules, vous êtes 3, 4 en cellule. Donc, c'est compliqué de vivre à 3, 4 dans des cellules et tout. C'est chiant. Et en division, c'est des cellules individuelles. Et la promenade, elle est grande, tu sais, c'est limite une petite centrale dans la maison d'arrêt. Donc, les gens, ils veulent tous aller en division. Et moi, à l'époque, ils voulaient me mettre, quand je suis arrivé, ils voulaient me mettre au VIP. Enfin, on appelle ça le VIP, quoi. Mais... Et moi, je voulais pas y aller parce que, bon, c'est vrai que t'as une grande cellule pour toi tout seul et tout. T'as des stars, mais stars, c'est un grand mot parce que va voir les stars qu'il y avait. Moi, il y avait Guy Georges, il y avait je sais pas qui. T'as beaucoup, quand on dit star, non, en fait, c'est médiatisé. Donc, c'est les gens médiatisés. Souvent, les gens médiatisés, t'as des anciens flics, parce que les flics, tu vas pas les mettre dans la promenade avec tout le monde. Ça va être chaud pour eux. T'as beaucoup de pédophiles, de vieux qui savent que eux, s'ils arrivent en promenade, les mecs, ils vont les démonter. Donc, t'as surtout ça au VIP, quoi. Parce que les gens, ils voient VIP, ils entendent le mot VIP. Ah, c'est pas les very important personalities que tu crois, quoi. C'est vraiment, c'est les gens médiatisés. Et souvent, comme je t'ai dit, hein, c'est souvent les pédophiles et les vieux. Et donc, moi, je leur expliquais que j'ai rien à faire avec des mecs comme ça, moi, en promenade. Tu tournes avec Guy Georges et trucs et compagnie, je t'ai dit, c'est pas trop ça, quoi. Moi, laisse-moi dans la fosse aux lions avec les lions, gros. Et donc, j'ai pas voulu y aller. Pour un peu me punir de ça, ils m'ont mis au bloc. Ok. Et ils m'ont mis au bloc. Je me rappelle, j'étais avec. Il y avait quoi? Il y avait 2 Pakistanais dans ma cellule. C'était un Singh et un Singh. Et je me rappelle, ils avaient le même nom de famille, mais ils se connaissaient app. Et des fois, je faisais quoi? C'est-à-dire, j'étais posé et ils dialoguaient entre eux et ils tapaient des fous rires et tout. Et moi, je rentrais dans le problème. Je crois qu'ils se foutent de ma gueule. Franchement, c'était chiant. Ils avaient mis, comment ça s'appelle, un ancien toxico, Pascal, dans la cellule aussi. Et donc, je me suis arrangé avec lui. Je disais, tiens, regarde ce qu'on va faire. Tiens, je vais te donner des cigarettes, des trucs. Dès que le surveillant ouvre la porte, on s'embrouille, on se triche, on se tient par le col et tout, juste pour qu'il me change. Et ils voulaient pas. Et un jour, ça, ils ont craqué. Ils ont fait quoi? Ils m'ont pas changé moi, ils l'ont changé lui. Ils l'ont emmené lui, il est parti en division. Toi, j'avais la haine. J'ai dit, le plan, il a merdé, c'est pas ça. Et voilà, ça y est, là, j'étais en ras-le-bol. Là, j'étais, ça y est. Ah ouais, je commençais en plus à faire un peu de sport, un peu de trucs. Je me sentais en condition. Je me rappelle, ouais, quand Golo était là, et en plus, c'était un surveillant, je l'aimais pas trop. Après, il était pas trop costaud. Je viens le tire dans un coin, on le démarre, on était 2-3. Il y avait un autre mec aussi avec nous, il y avait Cher Mbaye. Grosse dédicace à lui. Lui, c'était par contre, c'était une petite force de la nature. Et lui aussi, c'était un poison. Et après, voilà, quoi. Non, mais truc. Après, bon, on l'a pas fait, quoi. Je sais que si on l'avait fait, elle nous aurait piqué carrément. Mais bon, on était un peu foufou. Il y a des jours comme ça où t'es remonté. Ouais, bah, j'imagine. Je suis jamais passé par là, j'espère jamais, mais j'imagine. Mais il disait aussi que tu l'avais pas mal aidé. Que quand lui, il arrive en prison, forcément, il n'a pas les mêmes moyens que toi. Non, c'est même pas les mêmes moyens. Même moi, quand je suis passé par les arrivants, il n'y a pas moyen, pas moyen. Quand t'arrives, t'as rien. Ouais. T'arrives comme ça, t'as vu, c'est-à-dire pécule, pas pécule, quoi qu'il arrive, il faut cantiner. Et les cantines, c'est... En fait, chaque jour de la semaine, t'as des bons de cantine différents. Et quand tu cantines, c'est pas l'épicerie, elle est là. Hein, c'est pas, ouais, j'ai acheté des chips, on va me les ramener maintenant. Tu dois attendre la semaine d'après qu'on te les donne. Donc, en moyenne, t'as 2 semaines de galère en prison, entre 2 et 3 semaines. Le temps qu'on t'envoie de l'argent ou si t'as de l'argent sur toi de cantiner et tout. Donc, t'as 2-3 semaines où ça va être un peu la misère. Donc, c'est pour ça que c'est bien quand il y a des gens que tu connais et tout qui t'envoient un peu de cantine pour dépanner. Et donc, quand ils venaient d'arriver, boum, t'as rien, t'as pas d'affaires, t'as pas de sac et tout. Donc, je leur avais ramené, tu sais, comme on dit, le petit pack pour les arrivants, quoi. Les pâtes, les gâteaux, les chips, les boissons, les caleçons, les chaussettes, les t-shirts. Un petit cadeau d'arrivant, quoi. C'est beau. Ouais, non, parce que tu sais, il y a des mecs comme ça, tu le sens. Et Golo, t'as vu, tu regardes, alhamdoulilah, aujourd'hui, où est-ce qu'il en est. Donc, je m'étais pas trompé. Tu sais, c'est un mec qui dégage une aura. Tu sais, il est souriant, il est rama, il est gentil, je sais pas, il dégage un truc. Tu sais, il a ce truc et tout. Et donc direct, on avait accroché. Après, c'est devenu mon gars sûr. Après, au final, j'ai réussi à aller en division. Au bout de, je crois, un petit 3 mois, je crois. Ils m'ont changé, ils m'ont mis en division. Et après, lui aussi, il arrive en division. Et après, nos cellules, elles étaient collées. Il était à, je crois, 2 ou 3 cellules de moi. Tous les soirs, par la fenêtre, ça crie, la musique, ça. Et Golo, ce que je disais, c'est un cuistot de malade. C'est-à-dire, même nous, des fois,
Moi, des fois, j'avais la flemme de cuisiner et tout. Et lui, il kiffe. Et lui, c'est un grailleur. Et je te jure, hein, je le disais dans un texte, Golo nous fait de la bête de bouffe. Et franchement, il faisait des gratins de malade. C'est-à-dire, des fois, on cantinait. Musky, quand on remplissait les cantines, je les ramenais dès qu'on allait les chercher. Boum, j'enlevais direct. Tiens, la farine, les trucs, ça. Golo, tiens, prends tout. Ça, fais-nous un bête de gratin ce soir. Fais-nous ça. Et lui, il kiffe, il ramène. Et les surveillants, franchement, il y en a, ils étaient cool. Des fois, tu tombes sur des. En fait, les surveillants, toutes les après-midi, t'as le surveillant du matin et le surveillant de l'après-midi. Et nous, direct, celui qui t'a vu au début d'après-midi, ça va être celui qui va être là toute l'après-midi. Donc, dès qu'ils ouvrent ta porte, tu vois c'est qui le surveillant. Ah, lui, putain, laisse tomber. Lui, je vais rien demander, c'est sûr, il va rien faire passer, il va rien faire. Et t'as des autres surveillants, justement, quand tu le vois, ah, lui, c'est bon, c'est le carnaval aujourd'hui. On peut aller, à l'époque, on n'avait pas les douches en cellule. C'est-à-dire, quand on voyait un surveillant direct qui était cool. Ah, surveillant, c'est bon, on sait, on va en promenade. Quand on remonte, les gars, rendez-vous tous à la douche. Et on va à la douche, on reste des 2 heures, 3 heures. Golo, il fabriquait des chichas, je me rappelle, avec sa canette, avec des canettes, il fabriquait des chichas. On restait toute l'après-midi jusqu'à 18h, 18h30 à la douche. On grattait. C'était la deuxième promenade. Et voilà, quoi, pour l'anecdote de Golo Zer. Eh bien, c'est beau. Bah, regarde, 15 ans plus tard, il s'en rappelle. Et bien sûr. Il en parle avec moi et tout, ça fait une fois, j'ai voulu sortir un DVD que j'ai toujours, d'ailleurs, que j'ai jamais sorti. Et en fait, à un moment, t'as une transition, elle est comment? Elle est incroyable. Je suis dans la cellule à Golo. Je l'avais filmé avec un petit téléphone et tout. Bon, on l'avait pas sorti. Et tu me vois, on est en train de danser. On avait mis un son à moi, il s'appelle Décalé Arbouche. On danse dans sa cellule, on fait les fous, on fout le bordel dans sa cellule, on danse, on crie, on chante et tout. Et boum, le truc, il s'arrête. Et juste après, boum, t'as un disque de platine mystérieux. C'est Golo qui le tient, il est dehors, on est dans mes studios. La transition, elle était incroyable, ce DVD. Mais après, je l'ai pas sorti pour des raisons juridiques. On m'a dit qu'il y a des choses qui passeraient pas là-dedans, donc j'ai pas pu le sortir. Parce qu'à un moment, il y avait, comment ça s'appelle? À un moment, on n'a plus de cons, on est au studio. C'est un DVD de fou que j'avais fait. Je t'ai dit, on n'a plus de cons, on est au studio, on était chez DJ Core. Je suis en train d'enregistrer et tout, il y a plus de cons. Je dis, vas-y, chercher de la cons. Donc, on prend l'avion, on va à Ketama, et on va chercher de la cons. Franchement, c'était un DVD de fou. Et tu filmes ça? Ouais, tout filmé, bah oui. Je pense qu'il faut et pas c'était le ça le sortir. DVD et tout. Et donc, après, juridiquement, on m'a dit, non, je vais avoir des problèmes, justement, encore des histoires d'incitation, de ci, de ça. Je dis, bon, vas-y, dommage, on ne le sortira pas. Et c'est vrai que, franchement, ce DVD, il était incroyable. C'est 1h30. Et en fait, c'était il y avait un peu tout. C'était vraiment en immersion, mais de malade. Et donc, dommage. En tout cas, il y a cette séquence dans le DVD qui est incroyable. Envoie-le en lien privé, peut-être. Ouais, après, j'ai peur que ça fuite et tout. Et franchement, j'ai plus la force d'aller au placard. Là. S'il vous plaît, là, pour un DVD encore. Et là, la juge, elle m'a dit, là, je veux des histoires d'incitation, de trucs. Elle m'a dit, là, on pardonnera pas, quoi. Tu sais qu'ils m'ont pas pardonné. Alors, imagine-toi, là, c'est du 3 ans, 5 ans pas pour rien, quoi, mais presque pour rien. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc, non, je ne sortirai pas le DVD. Et justement, pour la dernière peine dont on parlait tout à l'heure, t'es resté combien de temps emprisonné? Emprisonné, je suis resté un peu plus de 3 mois, 3-4 mois, je crois. Et après, ils m'ont mis le bracelet. Et le bracelet aussi, franchement, c'était dur. C'était dur parce que déjà, j'étais au Mans. Ils voulaient pas que je reste à Paris au début. Et comment ça s'appelle? J'étais au Mans. Bon, grâce à Dieu, heureusement, j'étais avec ma femme, mes enfants. Donc, parce qu'elle est du Mans, c'est ça? Ouais. Et ça, en vrai, ça a été un mal pour un bien parce que ça m'a permis de rester beaucoup avec mes enfants. Donc, et moi, je suis un mec qui bouge beaucoup à la base. Donc, des fois, tu sais, je peux bouger 1 semaine, 2 semaines, je reviens, je pars, je reviens, le travail ici. Et là, franchement, je pouvais pas bouger. Donc, je suis vraiment resté limite presque 24/24 avec mes enfants. Et à chaque fois que je demandais une permission pour aller enregistrer ou pour faire un concert, on me refusait. Je disais, ouais, mais c'est pour aller travailler. On me disait, non, mais vous pouvez aller en studio la journée. Et moi, je leur explique qu'en studio, au moins, tu sais, c'est difficile de faire venir un peu tout le monde et tout. Et en plus, je dois être à la maison à 18h, 17h. C'est compliqué, quoi. Fallait commencer à enregistrer à 10h du matin, 11h du matin. Personne ne fait ça. Ouais, voilà, je peux le faire, mais je vais être tout seul. À un moment, j'ai besoin de partager avec d'autres artistes. Et même les concerts, les showcases, je voulais en faire et ils me refusaient. Ils m'ont accepté une fois. Une fois, ils m'ont accepté un showcase. Et franchement, en fait, j'ai compris que leur but, c'était de me détruire artistiquement, psychologiquement. Et c'était vraiment là pour me faire du mal. Okay. Et à la fin, voilà, t'as vu, ce qui te détruit pas rend plus fort, j'ai envie de vous dire. Et au contraire, moi, j'ai vu le côté positif de ça, c'est que ça m'a permis de rester beaucoup plus avec ma famille et d'être beaucoup plus attaché encore à ma femme et à mes enfants. Mais comment, entre guillemets, faciliter la réinsertion quand la justice essaye justement, d'un point de vue professionnel, de te mettre des bâtons dans les roues? C'est incroyable. Mon avocat, à l'époque, il m'a dit, franchement, j'ai jamais vu un acharnement comme ça. Il m'a dit, franchement, c'est abusé parce que là, normalement, exactement, t'es censé te réinsérer. J'avais perdu quand même pas mal d'argent. La tournée, il fallait rembourser les dates que j'avais prises, les avances, les trucs. Moi, j'ai remboursé tout le monde. Donc, j'ai vraiment été à perte à mort. J'avais un projet qui devait sortir. Les sons, il y a plein de sons qui sont passés à la trappe parce que t'as des sons qui traversent le temps, mais t'en as d'autres, non. Et donc, il y en a, je les écoutais, ils étaient vraiment plus d'actu. Donc, ils sont pas sortis. Donc, ils m'ont fait du mal au portefeuille quand même. Et le pire, c'est ça, comme je te dis, je comprenais pas. Je me disais, mais attendez, moi, je veux travailler, je veux me réinsérer. Là, vous m'empêchez de travailler. C'est ouais, mais non, mais vous pourrez attendre. Franchement, ils ont voulu m'éteindre, mais ils n'ont pas réussi. Bang, bang, bang. Fuck, motherfucker. Tant mieux, comme tu as dit, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Te rend plus fort. Et ça a été laquelle, toi, la peine de prison la plus difficile à vivre entre celle-ci où tu as justement 3 enfants qui t'attendent dehors et
tu peux pas les voir, etc. Celle où bah, t'es plus jeune et c'est un ami d'enfance qui te balance, qui te trahit. Et pareil, ça t'a pas tué, ça t'a rendu plus fort, t'as sorti là, t'as un traître. Ou alors il y en avait une, je sais plus, c'était comme moi qui m'avait marqué quand j'étais jeune. C'est une anecdote que tu racontais où en fait t'avais eu, je crois, une douleur à la dent, une rage à la dent, et que tu t'as voulu atténuer la douleur en t'insérant une fourchette. J'ai tué le nerf. Ouais. Et je m'étais dit, moi, plus jeune, mais c'est un fou. Enfin, je veux dire, après, il devait avoir tellement mal pour pouvoir s'insérer une fourchette. Ah ouais, c'était dur ça. Mais en vrai, je sais pas. La plus relou, dans le fond et la forme, c'est la dernière. Ouais. Parce que t'as tes enfants et comme je t'ai dit, t'as vu, des fois, tu y penses parce que tu peux pas non plus brider tes pensées au maximum. Mais des fois, je pensais, je dis putain, mes jumeaux, j'ai à peine vu. En plus, mes enfants, ils sont nés, ils étaient prématurés. Donc moi, j'avais peur de les porter. Et tout, ma femme me disait porter plus. Oh, papa, attention, il n'est pas fini le bordel. Attends, faut qu'il grandisse encore un petit peu. J'ai pas encore eu le temps de profiter vraiment de ça. Donc des fois, j'y pensais, ça me foutait la haine. Putain, et après, bon, faut essayer de chasser ça et de pas y penser. Mais en vrai, ça aurait été celle-là. Et est-ce que toi, tu fais partie des gens qui autorisent leurs enfants à venir les voir au parloir ou pas du tout, tu veux que... Non, bah, déjà, ils sont trop petits pour venir et moi, ils ont rien à faire ici. Après, si c'est mauvais ce que je dis parce que c'est pas des grosses peines non plus que j'ai pris. Demain, tu prends 8 ans, 10 ans, c'est clair que tu as envie de voir tes enfants. Et tu sais, ils ont pas le choix. Il y a des gens qui ont pas le choix. Moi, par exemple, c'est ma mère. J'ai jamais voulu qu'elle vienne au parloir. Elle est venue, je crois, dans toutes mes peines. Elle a dû venir, je crois, 2 fois, si je me trompe pas. Ouais, 2 fois. En plus, une fois, la poisse, j'avais perdu ma carte biométrique. Donc, j'ai fait le parloir avec la vitre hygiaphone. La vitre? La hygiaphone, c'est une vitre et derrière une vitre. Je vois ma mère, elle est derrière Meskina et tu sais, tu connais les darons et tout. Elle se met à pleurer et tout. Franchement, pendant 2-3 jours, t'as le coup de blues. Et après, je lui explique, non, mais maman, t'inquiète, il y a Canal+, il y a la Play, tu sais, t'essaies de lui dire ce que tu veux, mais elle, non, son fils, il est en prison, tu sais, elle a le cœur déchiré. Et quand tu la vois, ça fait mal. Après, tu rentres, frérot, t'as envie de manger les murs. Les barreaux, t'as envie de les arracher. Et ouais, ça fait mal. J'imagine. Donc là, la dernière, celle où t'as tes enfants. Ouais, celle de mes enfants. C'était la plus. Quand j'y repense avec du recul, ouais, c'était plus relou pour moi. Et ouais, par rapport à celle où on parlait pour le problème à la dent, c'était laquelle ça? Celle-là, c'était en 2005-2006. Ah oui, donc j'étais avec Jamel, avec Zanzin, gros big up à lui. J'étais avec lui en cellule et c'est lui qui m'a dit ça. Il m'a dit, frérot, un jour, j'ai une rage de dents, frérot, j'ai tué le nerf. Et je l'ai écouté. Ah putain, c'était chaud. J'ai souffert. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite pour toi? Bon, ensuite, à la fin, ils m'ont emmené chez le dentiste. Ok. À la fin, ils m'ont emmené. Tu t'avais pas demandé d'aller chez le dentiste? Mais si, mais tu crois que c'est. T'as de l'oseille, tu prends rendez-vous, t'écris et attends, laisse t'attendre. En plus, Fleury, c'est la plus grande prison d'Europe. T'imagines le nombre de personnes qui veulent aller chez le dentiste? Jusqu'à un jour, c'est le lendemain, je suis descendu en promenade et en remontant de promenade, j'ai bloqué. Je dis, je rentre pas en cellule, j'ai crié, tous les surveillants m'ont porté. Le chef, heureusement, il est arrivé. Je me rappelle, il a joué le bon. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe et tout? Parce que normalement, j'ai eu de la chance, les Zéris, si c'était pas venu, les Zéris, c'est comme les Zélas, quoi. Normalement, ils viennent, ils sont pas là pour dialoguer. Eux, si on les a appelés, c'est qu'ils sont là pour t'éclater, t'envoyer au mitard. Donc, heureusement, j'ai eu de la chance, les Zéris, ils sont pas venus et le chef, il est arrivé direct, il était dans les parages. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué le problème. J'ai écouté, moi, monsieur, j'ai une rage de dents. Hier, j'ai fait ça, j'ai essayé de tuer le nerf, ça fait des mois, j'ai écrit plusieurs fois. Là, vraiment, je tiens plus, je vais mourir. Franchement, j'ai trop mal, c'est insupportable. J'arrive plus. Il m'a dit, bon, écoutez, Latifi, vous rentrez en cellule, cet après-midi, vous irez chez le dentiste. Je suis rentré en cellule, l'après-midi, je suis allé chez le dentiste. Comme quoi, des fois, il faut pousser un petit coup de gueule pour que. Des fois, ça passe, des fois, ça casse. Là, cette fois-ci, grâce à Dieu, c'était passé. Et c'était vraiment, tu sais, c'était pas du mytho, quoi. J'arrivais plus. Tu sais, la douleur, elle était trop forte. C'était trop fort. Ouais, je souffrais, c'était trop dur. Ouais, je me rappelais de cette anecdote, elle m'avait marqué. Et pour revenir à la musique, et forcément à ta carrière musicale et à ton back catalogue aussi, on remarque que, tu sais, au tout départ, quand tu viens de entre guillemets, de sortir de la peine où il y a arrête tout si tu peux, tu sors pas mal de projets. Tu vois, il y a les MDR, il y a Le Prince, etc. Et en fait, t'es archi actif, tu vois, t'es un peu limite en Jul, dans le sens où chaque année, il y a un projet, voire deux projets, tu vois. Et puis, il y a un moment où ça stoppe un petit peu, tu vois, j'ai noté entre Le Prince et Le Grand Méchant You. Tu vois, il y a 3 ans. On ne voit plus, etc. Et en plus, à ce moment-là, on est dans une industrie où 3 ans, c'est long. Ouais, ça va vite, bien sûr. En vrai, de vrai, c'est... T'es vite remplacé, comme voilà, exactement, t'es vite remplacé. C'est dur de revenir. Qu'est-ce qui se passe entre ces 3 ans-là? C'est les années où j'ai quitté la France. Ok. J'ai quitté la France, je suis allé m'installer en Espagne. Et comme tu as vu, moi, j'étais un acharné de musique. Je traînais en studio, j'étais très productif. Et le studio, c'est comme la muscu. Hein. Plus tu vas faire de la muscu, plus tu vas être costaud. Le studio, c'est pareil. Plus tu vas y aller, plus tu vas travailler, plus tu vas sortir des sons. J'étais à fond dans ça. Et à un moment, il fallait que je fasse un break, quoi. En plus, tu sais, essayer de gérer la gloire, le succès, tout ça. À un moment, je te mens pas, j'étais on fire quand je suis sorti. Et la pression était dure à gérer. J'ai eu plein de problèmes aussi, personnel un peu, on va dire. C'était compliqué, c'était une période un peu sombre pour moi dans ma vie et à un moment voilà, fallait que je fasse un choix. C'était soit j'allais glisser du côté obscur, soit fallait prendre du recul et donc je suis parti m'installer en Espagne. Et pourquoi j'ai fait un petit break. Déjà, pourquoi l'Espagne?
Et pourquoi à ce moment-là? C'est parce que, comme tu as dit, c'était vraiment, il fallait t'évader. Il y avait trop de pression, trop de fame, trop de renommée. J'étais arrivé à un stade où, comme je dis, à un moment, tu as des choix à faire dans la vie. Et là, c'est soit tu vas là, soit tu vas là. Et grâce à Dieu, j'ai pris le bon choix. À mes yeux, j'ai pris le bon choix. J'ai dit, bon, maintenant, je vais prendre du recul. Faut que je quitte la France. Faut que j'aille loin. Et faut que j'aille respirer un petit peu. Il faut que j'aille vivre. Parce que je suis resté beaucoup studio. Comment ça s'appelle? Tu sais, quand t'es un peu sous les feux des projecteurs et t'es tout le temps là à travailler, t'es épié, tu te sens limite oppressé. Et je suis parti en Espagne parce que moi, l'Espagne, j'aime beaucoup l'Espagne. Depuis que je suis jeune, je t'ai dit, quand on partait au Maroc, on allait en voiture avec mes parents, mes frères et sœurs, on descendait en voiture. Quand on passait par l'Espagne, je kiffais l'Espagne, j'ai toujours kiffé l'Espagne. Et pour l'anecdote, quand j'étais jeune, en 2002, on était parti en vacances. Avec tous les mecs de mon quartier, on était parti en voiture. On était descendu du quartier en Espagne, sur la Costa. On avait fait une petite dizaine de jours là-bas. Après, on était parti au Maroc, à Casa. Après, on a fait Marrakech. Après, on est remonté par la Costa en Espagne. J'avais tellement kiffé ces vacances et cette période de ma vie que je me suis dit, vas-y, s'il y a un endroit où je vais aller vivre, c'est là-bas. Et je me rappelle, j'ai pris ma voiture, je suis descendu. Je suis arrivé sur la Costa, j'ai pris un hôtel pendant 15 jours. Et le temps de trouver un appart, tout ça. Et après, j'ai trouvé un appart, je me suis installé. Voilà. Et depuis. Tout seul? Ouais, tout seul. J'ai kiffé. Là, il y avait un autre pote à moi qui était descendu aussi, m'avait accompagné pour faire la route et tout. Et je me suis installé. Voilà, je me suis posé. Et après, j'ai rencontré des gens là-bas. Des fois, il y avait des potes à moi qui venaient, qui descendaient. Souvent, parce que la Costa, Marbella, tout ça, souvent, les gens, ils y vont. Et tu croises des mecs que tu connais. Et je suis resté posé là-bas et franchement, j'ai kiffé. Tu parlais même pas la langue? L'espagnol, non, je parlais à peine, quoi. À peine, gracias, hola, c'est tout, quoi. Bah, allez. Mais tu voulais un pays, en fait, où personne te connaissait, parce que y a le Maroc aussi. C'est pas francophone. Ouais, mais c'est pas francophone, et voilà, exactement. Je voulais la tranquillité, et au Maroc, on me connaissait aussi. C'est-à-dire, je voulais, comme je dis, je voulais aller acheter le pain sans mettre du gel. C'est-à-dire, à un moment, tu dis, tu dois t'habiller, l'autre te regarde, il est comment, il est ça. Alors que l'Espagne, j'ai découvert cette tranquillité, et voilà, redevenir un peu monsieur tout le monde. Okay. Et c'est ce qui est arrivé, parce que moi, je suis pas allé m'installer à Marbella même, je suis plus du côté de Malaga, donc c'est plus les locaux, et les locaux, espagnols, ils me connaissaient pas forcément. C'est-à-dire encore quand t'as certains d'origine marocaine, oui, qui me reconnaissaient et tout, mais sinon l'espagnol en lui-même, ils me connaissaient pas. Même aujourd'hui, ils me connaissent pas beaucoup. Ceux qui vont me connaître, c'est plus maintenant sur la Costa, comme ça fait longtemps que je suis là-bas, oui, on me connaît un peu, mais c'est tranquille maintenant. Je suis chez moi, je suis à la maison. Est-ce que tu penses qu'un jour tu reviendras vivre en France ou au Maroc ou Espagne? Après, je sais pas. Hein. Ouais. Je sais pas de quoi demain est fait, mais franchement, ça me donne pas du tout envie. Alors, le climat très bien en Espagne. Le climat au sens propre et figuré en France, franchement, il laisse à désirer. D'ailleurs, j'incite tout le monde à se barrer, les gars, Barry White. Non, franchement, c'est grave ce qui se passe, que tu vois en France. Il y a une mauvaise atmosphère. Une mauvaise atmosphère ici. À un moment, j'ai l'impression qu'on n'est pas les bienvenus. Et comme on dit, quand le respect n'est plus servi à la table, faut se barrer. Hein. Et je vois parler français, hein, toute cette islamophobie, voilà, on est toujours montré du doigt. C'est toujours la faute des musulmans. Là, je t'ai vu encore, je sais pas, c'était le ramadan, ils ont dit, il n'y a plus des œufs. Les œufs, c'est à cause des musulmans. Les épices, c'est les musulmans. Tout, franchement, il règne un mauvais climat et voilà, quoi. Je me sens pas à l'aise. Pourtant, la France que j'ai connue, moi, dans mon enfance, c'était les meilleurs souvenirs de ma vie. Hein. C'était magnifique, c'était beau, c'était bien. Et après, c'est pas le français en lui-même. Hein. C'est le gouvernement, c'est ce système qui fait que ils sont là que pour nous mettre des bâtons dans les roues. Comme je te dis, moi, je sors de prison, vous êtes censé me favoriser ma réinsertion. Vous êtes là que vous m'interdisez de faire des concerts, vous m'interdisez de travailler. Vous voyez que je suis en train de perdre beaucoup d'argent, ça vous arrange. Limite, tiens, continue, on espère, ils sont là pour te détruire. Donc non, moi, j'ai rien à faire ici. Ok. Et pareil, j'imagine que tes enfants, t'as pas envie forcément. Non, moi, mes enfants, ils sont à l'école à l'étranger. Je suis content. Moi, quand je vois mon fils parler en espagnol avec les voisins, avec ses potes, je me sens fier de moi. Je me sens que j'ai accompli quelque chose. C'est un bagage culturel en plus. Hein. Bien sûr, bien sûr. Moi, c'est ce que je veux pour mes enfants. Exactement, je suis là pour ça. Hein. Le rôle de père, c'est ça. C'est les enfants, surtout en bas âge. Leur cerveau, c'est des éponges. Donc, ils imprègnent vite et je suis là pour leur donner justement ces bagages-là. Parler des langues, faire de bonnes études si Dieu veut. Et ensuite, je pense que j'aurai accompli mon rôle de père. Et toujours musicalement, du coup, qu'est-ce qui explique que, il y a 3 années de différence à chaque fois entre Le Prince, Le Grand Méchant You et Hasta la Muerte? Tu vois qu'il y a eu 3 projets en 6 ans, du coup, alors qu'on en avait eu 3 en une pige, un an et demi. Ouais, exactement. Tu vois, déjà... forcément, il y a, comme tu as dit, l'Espagne, etc. Mais ensuite, 2016, 2015... Après, des fois, c'est pas parce que je sors pas un projet que je suis pas présent sur la scène médiatique non plus. Oui, c'est vrai. Souvent, à cette époque-là, je participais dans des featuring, je faisais beaucoup de collaborations. Tu vas me voir sur tel compile. Et je rappais à cette époque-là. J'ai fait beaucoup de sons aussi pour le Maroc, pour le Bled, même le Bled en général, pour l'Algérie, la Tunisie. C'est-à-dire, je rappais en Derija, comme tu disais. Et ces morceaux-là, ça cartonnait au Bled. Et des fois, j'étais pas trop présent sur la scène musicale
européenne, j'ai envie de dire, ou française ou européenne, mais j'étais présent en Afrique. Et donc, ça continuait et je faisais des participations dans des collaborations sur pas mal de projets. Donc, j'étais toujours un peu là, ouais, sans être forcément obligé de sortir un album. Ouais, mais c'était pas forcément que pour toi, par exemple, parce qu'un son comme Funk You, tu vois, de base, c'est pas ton titre à toi. Ouais, et t'as quand même fini par le mettre dans ton projet à toi, parce qu'à ce moment-là, tu faisais quand même pas mal de choses. Forcément, après, c'était le début de carrière, fallait qu'on te connaisse. J'ai demandé l'autorisation à DJ Abdel. Oui. J'ai dit, ça te dérange pas, je peux le mettre dans mon projet. Il m'a dit, bien sûr, petit frère, tu peux le mettre et tout. Et bah, Funk You, parce que c'est un morceau qui avait cartonné. C'était un gros tube, d'ailleurs, dans toutes les radios et tout. C'est le son qui est passé le plus de ceux que j'ai fait. C'est pas forcément celui qui m'a rapporté le plus de SACEM, parce que dans le morceau, en vrai, on est juste, pour ceux qui connaissent, je suis arrangeur, adaptateur, parce que c'est un morceau qui existe déjà, c'est une reprise. Mais par contre, j'ai fait des beaux plateaux avec DJ Abdel, des gros plateaux radio avec plein d'artistes et tout. Et il m'a permis de voyager, donc j'ai gagné autrement. Mes cachets, ils ont augmenté aussi dans les shows et tout. Donc voilà, j'ai pas forcément gagné en SACEM, mais j'ai gagné plus en visibilité. Et c'est un morceau qui m'a sorti. C'était la première fois que je posais sur de la funk. Et DJ Abdel, qui est DJ Abdel, hein, c'est vraiment. C'est quelqu'un, quoi, dans la musique. Il a fait un gros titre avec moi et franchement, jusqu'à maintenant, tu sais, je le mets souvent en showcase, je le passe souvent dans mes showcases. Les gens, quand ils l'écoutent, le morceau, il a plus de 10 ans, mais il est toujours d'actu, quoi. Il y en avait un deux aussi, ouais. avec Big Ali. Exactement. Il a moins bien marché que le premier. Ça veut pas dire qu'il était moins bon. Moi, j'ai kiffé les deux et tout, mais on n'a pas eu les mêmes retours que sur le premier. C'est vrai que le premier, c'était incroyable. Je sais pas, il y a pas de recette magique, je pense, dans la musique. C'est le public qui choisit, c'est toi et ta chance, hein. Quand on a le Funk You 1 est passé, je crois, 12 fois jour sur Sky. C'est mon premier titre qui rentre sur Énergie. La même 12 fois jour. C'est incroyable, tu sais, sur une playlist, 12 fois dans la journée, il y a ton titre. Et voilà, quoi, Skyrock, on jouait les jeux à mort. Franchement, j'ai kiffé. Et moi, ça m'a fait du bien. Le morceau, tu l'écoutais partout. T'allais dans les campings, t'allais dans les boîtes de nuit, t'allais partout, il tournait. T'allumais la télé, frère, tu regardais les clips sur M6, là-bas, sur Retrace. Ça passait partout. Franchement, ça m'a fait du bien. Il t'a ouvert il m'a ouvert grave, un large public. Comme on dit, c'est un titre que la ménagère de 40 ans, elle écoutait. La ménagère de 40, 50 ans, elle peut écouter ton titre, mais elle va pas l'écouter à la rue pour la prison du Gataga non plus, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est bien d'avoir un public varié, parce qu'en fait, t'en as pour tous les goûts. Bien sûr. C'est le plus dur à avoir pour... Bien sûr. Bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut penser comme ça. Faut pas, comme je te disais tout à l'heure, faut pas s'enfermer dans une cage. Et on parle de scène, là, depuis tout à l'heure, de show, etc. Mais à quand une grosse salle parisienne ou même une grosse salle française ou n'importe où pour Mister You, parce qu'on n'a pas eu de Bercy, si je me trompe pas, en fait, de Zénith, En fait, à l'époque, j'ai failli commencer une tournée. Pour l'anecdote, moi, comme je t'ai dit, je suis producteur. Donc, j'ai voulu produire, j'ai produit 2 concerts. Je me rappelle, une première fois, j'avais fait un concert dans le 60, dans l'Oise. Et bon, c'était rempli et tout, hein. C'était une belle salle, c'était rempli. À la fin, quand je fais les comptes, je perds de l'argent. Ensuite, j'avais loué juste après le Cabaret Sauvage. Là même, c'était rempli, c'était un bête de plateau. Il y avait du monde, il y avait plein d'invités, il y avait plein de mecs qui étaient venus rapper. J'avais ramené du beau monde et tout. Et je fais les comptes, j'ai encore perdu de l'argent. Donc, à la fin, je me dis, bon, c'est bien, mais on gagne pas d'oseille, quoi. Je me rappelle, je crois, sur le Cabaret Sauvage, j'étais à peu près à moins 40, un truc comme ça, moins 40, moins 50 balles. Ça dure au final. Et tu sais, c'est en fait, ce que j'ai appris après, c'est que c'est sur le merch, la vente de CD, tout ça. Mais bon, j'étais pas encore assez pro et je connaissais pas les rouages du truc. Donc, niveau merch, j'avais pas trop assuré. À l'époque, il y avait pas le streaming forcément comme aujourd'hui. Donc, ça relance pas ton streaming, ça relance pas énormément les ventes. Donc, j'ai abandonné. Alors que t'étais bon en merch en plus avant. Hein? T'étais bon en merch. Ouais, je l'avais commencé, mais. Mais c'était, ouais, ça, c'est le D2C. Sur le D2C, exactement. Ouais, mais et après, voilà, donc je devais faire une tournée en coprod. Et après, j'ai abandonné. Je dis, franchement, je préfère. C'est mauvais ce que je dis, hein, parce qu'aujourd'hui, je vais pas dire je le regrette, mais c'est vrai que quand tu fais un concert, là, t'as des enfants, t'as des mamans, t'as un peu tout le monde. Donc, moi, j'ai préféré me focaliser sur les showcases. Je chante en discothèque. Bon, c'est pas moi qui produis la date. Moi, je viens, on me donne mon cachet. Voilà, quoi. Je chante pas pendant 2h30, 3h. Et c'était plus simple. J'ai choisi la facilité. Mais là, par contre, bon, je vous le dis, on va commencer à travailler sur une tournée quand même. Parce que quand même, ça me tient à cœur de faire ça. Quand même. Que t'as vu, ouais, bien sûr. Bah oui. Surtout avec du recul et tout maintenant. Maintenant, il y a quasiment 20 ans de carrière. Hein? Il y a quasiment 20 ans de carrière. Ouais, bien sûr. C'est maintenant, je suis là pour l'oseille, on va pas se mentir, mais pas que. Il y a aussi la magie du truc. Je suis là, ça me fait kiffer. Faire kiffer, ça me fait kiffer. Et il y a des gens qui veulent me voir en concert. Il y a énormément de gens me le demandent tout le temps et en même temps encore. Et il y a plein de gens qui me disent, à quand il y a une tournée, à quand une tournée? Et maintenant, je vais arrêter d'être égoïste et j'espère en faire une digne de ce nom. Parce qu'il y a plein d'artistes qui ont perdu énormément d'argent en
en faisant Bercy. Je pense à Ouais, bien Val sûr. qui l'avait dit, ou Laylo, Ouais, il y en ou a d'autres, plein. qui perdent même bien plus que 50 000. Ouais, Et bien sûr. je sais pas si c'est le jeu, je m'y connais pas tellement, mais Mais en vrai, tu vas perdre sur ça, mais tu vas tu gagner vas autrement. gagner sur, ouais, Tu vas exactement. récupérer sur l'image, sur la revente d'albums, sur Des sons comment ça qui s'appelle, les ventes de reviennent. t-shirts, comment ça s'appelle, tes albums qui remontent sur les plateformes de streaming. C'est donc ce que tu perds là, tu le récupères là. Tu déshabilles Paul pour habiller Pierre. Moi, j'aimerais bien je pense qu'une salle, une scène à Bercy, à l'Accor Arena. Là, ce pourrait être serait pas bon. mal. Après, avec du travail, du market, Exactement. bien sûr. Exactement, Faut exactement. travailler, faut charbonner. Hein. Je te laisse de façon y réfléchir. Ouais, En grave. tout cas, merci beaucoup, You, Merci pour, à toi, pour frérot. l'interview, ça tue. Merci. Grosse force aussi pour les 2 projets qui arrivent, Merci même beaucoup. peut-être les 9 qui arrivent. Ouais, on s'est pas surprise. PLS. En tout cas, PLS, pour la street, franchement, je suis content encore de ce projet. Il y a un frérot à moi que je tiens à remercier aussi, parce que ce projet, ce que les gens savent pas, c'est pas que mon projet. C'est un frérot à moi qui s'appelle Milos, qui travaille avec moi, qui a vraiment avec moi sur le projet je vais pas dire à 50-50, à 3000%. C'est vraiment notre projet à tous les deux. On a travaillé, c'est le fruit de notre collaboration à tous les deux. Donc moi, c'est vrai que je suis sur le devant de la scène, je suis l'artiste phare du truc et tout, mais vraiment, PLS, c'est vraiment un truc que lui et moi, on a partagé. Et c'est un projet sur lequel il charbonne à mort. C'est la plupart des invités, c'est lui qui a pris les démarches. Tu sais, est-ce qu'on invite lui? Lui, ça serait bien d'inviter, ça serait bien de faire ça. Et donc, j'ai suivi aussi sa DA. Donc, franchement, c'est vraiment notre projet à tous les deux. Et je tenais à le remercier. Tu sais, je le remercie derrière la caméra, mais devant la caméra aussi, je tenais à le dire. Franchement, merci à lui. Et c'est un projet auquel on croit tous les deux. Et c'est un honneur pour moi de travailler avec mon frérot Losmi. Et grosse force à lui. Ouais, et à très nous. grosse force à Bang, lui. bang, bang.